Je vais essayer de ne pas dire trop de conneries parce qu'il y a de plus en plus de micros là qui vont m'embêter là. Mais je suis Charlie et je resterai Charlie et je dirai toutes les conneries que j'ai dans la tête. C'est à vous à me corriger, hein, après, bon. Alors, d'abord les informations. La bibliothèque, je parle de la bibliothèque parce que tout le monde ne le sait pas, mais on a une bibliothèque, il y a plus que 2000 livres là, c'est gratuit pour les membres. Donc vous pouvez, on demande de ne pas garder les livres plus que 2 mois. On sait que quand on garde plus que 2 mois, on a tendance à oublier. Hein, vous voyez, donc ça tourne, donc c'est gratuit. Vraiment pour vous en servir, hein, il y a de tout là. Roland Internet, voilà mon concurrent direct, voilà, voilà, qui avait promis de mettre tout sur Internet et disons, il va y avoir beaucoup moins de monde, hein, parce que les gens vont rester chez eux. Depuis, on a le double de personnes qui arrivent. Voilà, Internet. Voilà. Donc il y a un blog qui a été créé au printemps, le 21 mars, qui répertorie un peu toutes les informations qui se passent ici, toutes les actualités, toutes les activités qui se passent aux fraternités ouvrières. Donc on enregistre les cours, enfin, comme d'autres, le premier dimanche du mois, et ils sont ensuite mis sur le blog qui renvoie sur YouTube, pour ceux qui veulent écouter ou réécouter, surtout pour des gens qui habitent un peu loin. Bon, ça tourne bien, il y a 1200 personnes à peu près déjà qui sont passées sur le blog. C'est marqué où là? Voilà, c'est l'adresse en vert, écrite en vert. Ouais, voilà. Fraternité ouvrière, Overblog. Donc plus de 1200 personnes qui sont déjà passées sur le blog. Au niveau des cours, donc de la douzaine de cours que j'ai mis, parce que j'ai mis des cours de l'année dernière aussi, on est à 12 000 vues à peu près. Donc ça tourne très très bien. Moi, comme je n'ai pas l'internet, j'entends pas tous les conneries que je raconte au cours des réunions. Voilà. S'il y a des questions, il faut chaque fois demander, hein, si c'est pas clair. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog, laisser un commentaire s'il faut, une suggestion, ce que vous voulez. Conférence débat. Donc on a une conférence débat tous les mois, en principe. La dernière, c'était sur les papillons, l'avant-dernière, c'était sur les oiseaux. C'est toujours chaque fois formidable. Tout fait bien, voilà. La prochaine, c'est Benjamin, le cinéaste. Celui qui est venu faire le film ici, qui a fait un film sur le combat d'un groupe d'Ardennais là-bas qui empêchait un barrage. Hein, il voulait faire un barrage dans le coin. Les gens ont gagné d'ailleurs, il n'y aura pas de barrage. Et il raconte tout. C'est les gens qui racontent l'histoire. Il va venir présenter le film, ici en première, je veux dire, parce qu'il passe à Bruxelles d'abord, parce qu'ils sont obligés d'après les producteurs. Et après, il vient passer ici le 22 mai. Donc c'est le vendredi 22 mai à... c'est toujours à 17h30, ça, non? On fait notre débat. Ouais, à 17h30. Voilà. Et alors, le 19 juin, c'est sur les abeilles. Tout ce qui concerne le miel, les abeilles, tout ça, par des producteurs, par des gens qui viennent vendre leur miel ici. Et d'ailleurs, ils ont vendu tout leur miel ici. Ils ont dû arrêter, parce qu'ils n'avaient plus rien. Donc c'est des gens sérieux, parce que s'ils n'étaient pas sérieux, il y en a qui ont toujours du miel. Hein. Il y en a qui ont de ruches et qui vont servir la France entière. Hein. Ça, c'est... donc... non, c'est gens sérieux. Et ils font aussi maintenant, depuis l'année passée, depuis 2 ans, donc c'est des fermiers, ils ont une ferme, ils font du jus de pommes et du jus de poire. Et donc cette année, ils ont acheté un pressoir, hein, pour faire tout ça, et ils vont venir pour nous, gratis à l'automne, pour presser les pommes et les poires des gens du groupe ici. Ouais. Alors, donc ça c'est formidable. Ouais, ils vont mettre la presse à la disposition, montrer, évidemment ils vont venir faire eux-mêmes, donc pour ne pas gaspiller, pour faire... ça sera sûrement une journée, hein, peut-être un samedi. Oui, ce sera un samedi sûrement, tout un... Ils ne vont pas venir toutes les semaines. Non. Donc ça c'est vraiment des gens bien. Des gens du nord de la France, de où ils sont? De Bousbec ou quelque part? Lincel, une commune moyenâgeuse ici du nord de la France. Celui qui connaît Bousbec et Lincel, là, voilà. C'est encore au Moyen-Âge, il paraît. Hein, c'est un vrai ski. Vervic. Réunion Fleur, Ignace. Oui, donc la réunion du mois de mai, c'est le 15. Donc tout le monde est bienvenu. Ça se déroule de 6h à 7h30 en principe. De 7h30, c'est souvent un peu plus longtemps.
Voilà, donc on parle sur les actualités, sur certaines plantes spécifiques, etc. Le mois de juin, je signale déjà tout de suite qu'il n'y a pas de réunion. Il y a pour les habitués une excursion. Donc on va visiter un jardin comme chaque année. Et au mois de septembre, il y a des grandes chances que ça se fera aussi. Donc il n'y aura pas de réunion, mais il y aura une visite de jardin. On ne peut pas ouvrir à tout le monde parce que bon, on est limité dans le nombre au lieu qu'on va visiter. Donc c'est pour les habitués, les excursions, tu veux dire. C'est plus pour les habitués. C'est 300 personnes, c'est ça? C'est comme ici un peu, hein, quand on a un groupe guidé, quand on est plus que 20 par groupe. Ah, ici 20 hein. Donc là, à la limite, on peut aller jusqu'à 40 personnes, mais bon, 40 personnes, ça va quand même relativement vite. Hein. Mais ici, ça va, hein, 20, tout ça, il y a toujours quelques-uns, les derniers, qui deviennent du compost. Hein, c'est ça la fertilité de mon jardin, on demande toujours, surtout les Parisiens qui sont perdus, les Parisiens, les Bruxellois, hein, qu'on ne retrouve plus. C'est ça qui fait. Je veux dire, c'est à ça qu'ils servent. Au moins, ils servent à quelque chose. Ça, mais il doit sûrement se reproduire aussi, parce que souvent, je pars avec 3 ou 4 personnes et je reviens avec 10. Bon, alors, cours de taille. Voilà, c'est du sérieux. Hein, ça, là. Jeudi 4 juin, 17h30, et jeudi 11 juin, 17h30. Donc, c'est une séance, ça suffit. Hein. Il ne faut pas faire les deux, c'est une séance. Hein. Donc, soit jeudi 4 juin, 17h30, jeudi 11 juin, 17h30. Donc, c'est un cours théorique. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de prendre des bottes, des bazars. C'est ici, à l'intérieur. Donc, ça dure 2 heures. Hein. De 17h30 à 19h30, on fait le tour, on comprend tout. Quand on a cité à ça, on peut se lancer dans la taille. Donc, la taille des fruitiers. Ça va être sur le blog aussi? C'est certainement. Oh là, celui de l'année dernière, il y était, donc j'ai mis. Non, il est déjà dessus alors de l'année passée. Ah ouais, très bien. Avec une petite info aussi, il y avait un résumé qui avait été fait, donc il est scanné aussi. Ah ouais, c'est pas mal ça, ouais. Bon, allez. Fête du jardinage à Albec, encore de plus en plus sérieux. Fête du jardinage à Albec le dimanche 2 août à 14h. Donc c'est une fois par an, on fait un grand... Là-bas à Albec, donc c'est à 4 km d'ici, on est à une équipe, 7 familles là-bas, qu'on a repris un jardin hérité du grand-père d'un des membres. Là-bas, il y a 6500 mètres carrés en permaculture. Ça vaut la peine, le cadre est formidable. Enfin, on l'a fait, on l'a construit, tout ça, il faut voir. Donc, c'est autre chose qu'ici. Ici, c'est un jardin personnel, chacun doit le faire. Là, c'est un jardin, il vaut la peine pour les gens qui veulent se lancer en maraîchage ou en groupe, hein, comment travailler ensemble et tout ça, ça vaut la peine de venir voir. Donc, c'est possible, et c'est ce qui manque un peu au maraîchage bio, c'est un peu de fantaisie, un peu de beauté. Là, il y a moyen, on voit là un cadre formidable, c'est beau, c'est joli, et une production phénoménale. Donc ça veut dire qu'il y a moyen d'allier le beau et le bien et la production et tout. Donc, mais forme permaculture, il y en a beaucoup, hein, c'est la création, ça vaut la peine. Et là, on fait, donc le dimanche 2 août, dans l'après-midi, donc le matin, il y a cours, et l'après-midi, on fait une fête, et c'est la fête, chacun trouve ce qu'il ramène. Hein, c'est les boissons, le manger, tout ça, et donc on partage, on fait, il y a des attractions, il y a de la musique, il y a un peu de tout, c'est un jour de fête et tout ça, et il y a le souper le soir, il y a tout ça, alors, avec ce que les gens ramènent. Et jusque maintenant, il y en a eu toujours abondamment, bien, c'est quelque chose qu'il faut continuer, c'est bien. Voilà. S'il y a des questions, il faut demander. Hein. Donc on peut très bien, donc là-bas, l'après-midi, c'est à partir de 14h, mais les gens qui viennent de loin peuvent très bien venir au cours le matin et aller pique-niquer là-bas. C'est un lieu magnifique pour aller pique-niquer là-bas, et puis voilà. Hein. C'est gratuit. Hein? L'entrée est gratuite. Ah oui, c'est gratuit. Hein, ouais. Moi, je n'y pense jamais de dire... mais on devrait dire partout. Chaque fois aussi, quand tu dis sur le bloc, là, tu devrais marquer que c'est gratuit. Parce je mets. J'ai encore vu là, une réclame, là, il n'y a pas longtemps, 100 € ici à Roubaix. Je ne vais pas critiquer parce que les gens... Mais enfin, moi, ça me fait toujours mal. 100 € pour 2 jours d'initiation à la permaculture. Ça veut dire que c'est toujours réservé à une élite. Ceux qui en ont plus besoin, ils n'ont pas accès. Ça me fait mal aussi. À Moucron aussi, il y a plusieurs trucs pour les enfants, hein, de l'animation pour les enfants, fermes, enfin, toutes sortes d'affaires. Mais il faut être riche, je veux dire, les parents doivent être, pas riches, mais enfin, ils doivent avoir les moyens. Donc ceux qui en auraient le plus besoin n'ont pas accès. Moi, je trouve qu'il faut trouver des formes
alternative à ça, hein, que les gens doivent se mettre ensemble pour que tout le monde, surtout les plus pauvres, aient accès, et que ceux qui ont un peu plus de sous donnent un petit peu pour ceux qui... Voilà, et trouver des formes comme ça. Mais faire payer ce qui coûte, c'est bien, ça coûte, mais il faut trouver des autres formes pour que tout le monde, sinon on va faire un monde avec des riches, des pauvres, et puis ça va être comme maintenant, hein, on va être tous clôturés, chacun va faire sa propre prison, et on mettra de plus en plus de verrous à ses portes et de bazar, et on n'en sortira quand même pas. Hein. On va se faire agresser, ça va venir un monde invivable hein, si on continue comme ça, chacun pour soi, chacun dérive, ça va pas aller. Ça, hein. Prenez votre passeport pour venir à Albec parce que vous changez quand même un peu de continent. Vous allez en Flandre. Hein? Ah, c'est en Flandre. Mais il ne faut pas encore de passeport. Hein. On va dire, on peut encore y aller sans passeport. Hein, ouais. C'était quelle date, Albec? Le 2 août. Le 2 août, oui. Alors, celui qui l'a pas, il y a le calendrier des activités qui est sur la table là-bas. Parce qu'il y a encore... c'est pas la fête alors, mais il y a visite le premier dimanche du mois de septembre à Albec. Visite guidée des jardins, là, porte ouverte. Ah, ouais, c'est ça. Moi, j'ai déjà fini mes infos pour aujourd'hui. S'il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose à dire, non. On recherche, pour Albec, là, on recherche des artistes. Entre parenthèses, hein. Tout le monde doit être artiste. En permaculture, tout le monde devient artiste. Hein. Mais on demande si jamais il y a des gens qui jouent bien du violon, ou même qui jouent mal. Ça fait rien, hein, pour moi. Donc ils peuvent... là. À Albec, c'est suffisamment grand que quelqu'un... c'est quelqu'un qui ne sait pas supporter le violon, il sait aller assez loin pour aller... Voilà, il n'y a pas de problème. Hein, ouais. Donc on cherche, hein, tant mieux. Hein. Bien sûr, c'est gratuit toujours, hein, c'est mis à la disposition. Voilà. On paie toujours les frais. Si jamais il y a des frais, tout le monde doit supporter les frais. Quand ça occasionne des frais à quelqu'un, là il n'y a pas de problème. Hein, mais, voilà. Donc, si quelqu'un joue de la musique ou autre chose, hein, des peintres, Ignace a montré pendant longtemps comment faire des rochers artificiels, c'est ça, en somme, des bacs, tout, hein, tous les gens qui ont un savoir quelque part peuvent, c'est l'occasion de le montrer à tout le monde, là, ça sert bien, hein, ouais. Voilà. Ouais? Non. Allez, on va aller partir. D'abord, j'ai mis le truc astuce, hein, mais astuce, c'est un mot, c'est un peu péteux, hein, c'est un peu, faut pas faire attention. Alors, premier, les herbes de la pelouse. C'est parce que c'est maintenant que ça convient, c'est maintenant que tout le monde entend ça y va, hein, les pelouses, on entend les bruits des pelouses et tout ça, mais alors, donc c'est une bonne occasion pour tous les gens qui font de la permaculture de piquer la pelouse. Hein, les herbes de pelouse de ses voisins ou des machins, eux, ils sont embêtés, ils doivent même payer pour s'en débarrasser, mettre dans des sacs poubelles. Je vous assure, l'herbe de pelouse, c'est un des meilleurs engrais naturels qu'il peut avoir. Hein. Donc ça contient de tout. En ce moment, il y a énormément de pissenlits partout, et il vaut mieux pas prendre cette pelouse-là pour mettre dans le si, potager. au contraire. Ça va ressemer. Ah non. Et même si ça ressème, tant mieux. Il n'y a rien de meilleur qu'un bon pissenlit. Au sortir de l'hiver, c'est pas par hasard qu'il y a l'ail des ours, les pissenlits, la consoude, c'est tous des herbes qu'on doit manger. Et le pissenlit, c'est une des salades des meilleures. Mais il n'y a pas que... Quand on dit pissenlit, les gens pensent qu'il y a un pissenlit des prés, des bazars, un truc très amer. Mais il y a beaucoup de variétés de pissenlits. Hein. Il y en a une dans le catalogue là, qui est presque douce, je veux dire. Il n'y en a aucune qui est douce, parce que sinon ce ne serait plus un pissenlit. Hein. Ils sont tous plus ou moins légèrement amers. Mais on a besoin, pour tout le monde, cette amertume. Mais il y a des amertumes qui sont très agréables. Hein. Tous les amertumes ne sont pas... Et pour la santé, en tout cas, c'est un des légumes les meilleurs qui existent, hein, les pissenlits. Donc, il y a dans le catalogue une variété de pissenlits améliorés qui est énorme. Souvent, quand il est marqué... quand il est marqué amélioré, une variété pissenlit ou chicorée améliorée, souvent l'amélioration, c'est le prix pour celui qui l'a produit. Hein, je vais marquer ça. Mais là, dans le pissenlit, c'est vraiment vrai. Ils ont sélectionné un pissenlit qui fait des feuilles, un truc, mais vraiment énorme, hein, pissenlit, et presque doux. Et donc, ça vaut la peine, celui qui aime bien les pissenlits, d'aller chercher celui-là, celui qui ne sait pas supporter. Mais c'est une affaire de coutumance. Hein. Nous, on ne sait plus faire une salade maintenant sans mettre de l'amertume, de la mer dedans. Donc, des pissenlits et d'autres groupes de salades de toutes sortes d'affaires. Et le pissenlit, là-dedans, est très utile. Donner une fois du pissenlit à des lapins ou à des poules, oh là là, ils sautent dessus, ils adorent. Hein. C'est pas pour rien qu'ils aiment bien ça. Hein. C'est pas ça des propriétés formidables. Donc, au sortir de l'hiver,
on a absolument besoin de manger des salades en mer, avec tout plein de plantes sauvages comme ça, pour se nettoyer de l'hiver. Et aller, ça c'est un dernier truc que j'ai lu, les vitamines D, donc l'hiver, enfin, il a été long, il n'a pas été dur, mais il a été long, et on manque de vitamine D. Et il paraît qu'il faut les se mettre au soleil, quand il y a du soleil, la lumière, et c'est surtout, la vitamine se fait par les bras nus. Donc dégager les bras, par la peau, et surtout par les bras, et se mettre un peu, voilà, pour le... Mais ça, et les herbes, tout ça, parce que, pour sortir des dépressions, des petites, enfin, Gilbert. Moi, je suis d'une tribu à Ivreny, la dépression, on ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais connu dans ma tribu, mais il y a des tribus qui n'ont pas de vertige. Hein. Nous, à Ivreny, on n'a pas une tribu qui n'a pas de dépression, mais ça veut Il y a de la moinette. Hein? Il y a de la moinette. Voilà. Et des fruits. Dans la cafrite et le moinette, on est sauvés. C'est de la bière. Il y a mes ancêtres, il y en a qui disaient qu'il ne fallait pas manger les pissenlits après la floraison, c'est vrai? Ah non. Parce qu'ils sont plus en mer. Oui, ils viennent un peu plus. Le goût est devenu plus fort. Hein, mais, donc, si on veut manger, qu'on fait un semis de pissenlit, je veux dire, amélioré, qu'on cultive comme azote légumes, il vaut mieux, alors, aussitôt que ça monte en graines, enlever, tirer la fleur pour la feuille et pas. Ça ne devienne pas. Ça va quand même monter en graines après un certain temps, mais pour limiter. Et le voisin, dans sa pelouse, il va être content d'avoir des pissenlits comme ça. Comme ça, on va retourner sa pelouse et fera... Non, tout ça pour dire l'herbe de pelouse, c'est un engrais complet. Hein. Il y a azote, phosphore, potasse, tous les minéraux, c'est vraiment un engrais formidable. Ne pas enterrer, hein, comme en permaculture, jamais rien enterrer. Hein. Mettre en surface entre les deux. Et s'il y a, je sais bien, il y a des gens qui mettent de l'engrais de toutes sortes sur leur pelouse. D'ailleurs, si vous réfléchissez un petit peu, ça dit le monde dans lequel on est. Donc, on met une pelouse, puis on met de l'engrais pour faire pousser cette pelouse, et puis après, ça vous dit il faut faucher tous les machins. Donc, au plus on met de l'engrais, au plus il faut faucher. Donc, je ne comprends pas le système à mettre de l'engrais pour une pelouse, ça c'est quelque chose quand même d'assez incroyable. Hein, mais... Tant mieux pour nous, au plus l'herbe elle est haute, au plus... moi j'ai 2 voisins là, c'est formidable ça que j'ai comme herbe. Et il ne faut pas vous en faire s'ils mettent de l'engrais, et même s'ils mettent quelquefois des herbicides sélectifs. Il y en a qui mettent des herbicides sélectifs aussi pour avoir rien que de l'herbe, et pas de pissenlit, et pas des autres trucs. À condition que vous ne l'enterrez pas, donc il faut mettre en surface, ça va se détruire au niveau du sol. Ça va travailler, ça va faire et ça va disparaître. Donc il ne faut pas avoir peur même de... Quelquefois, on parle aussi du fumier. C'est difficile d'avoir du fumier parce que beaucoup de fermiers emploient des antibiotiques, fumier, et tout ça. Mais moi je trouve qu'il ne faut pas être à ce point-là, sectaire à ce point-là, parce que à condition qu'on n'enterre pas, le fumier qui a été, par exemple, qui a eu des antibiotiques ou la pelouse, je l'ai vu plusieurs fois, celle qui n'a pas eu de traitement, qui n'a pas eu, elle disparaît en quelques jours, ça va à une vitesse folle. Quand ça a été traité, on voit que ça met plus longtemps pour refaire la vie, Là, on voit, c'est formidable. Mais il n'y a pas de danger du moment qu'on n'enterre pas, il n'y a pas de problème. La vie va transformer, il y a des insectes aussi, des bactéries qui vont transformer, des champignons qui vont venir attaquer. Quand ça va être dans le sol, au niveau des racines, pour les plantes, ça va être de nouveau naturel, complètement recyclé. Donc il faut recycler tout, hein. Il faut recycler, il faut tout. Hein. Quelquefois, c'est difficile, il y a des choses qui sont très difficiles. Hein. Il y a quand même des études qui ont montré que, par exemple, les hormones féminines qui sont déversées et pas retraitées, puisque c'est pas retraitable, il y a un monde de la faune, elle est plus féminine. Mais pour les gens, c'est pas plus mauvais, un peu d'hormones féminines. Pour diminuer leur machisme, c'est pas... Mais moi, je constate au contraire aussi. Depuis que les femmes me revendiquent et sont au pouvoir, je trouve qu'elles deviennent aussi méchantes que les hommes. Et que c'est pas un progrès, malheureusement, hein, je déplore. Hein, la Madame Thatcher, c'était pas un exemple de gentillesse. Chaque fois qu'on a des femmes, il ne faut pas généraliser, mais c'est quand même... c'est bien la preuve que tout ça, c'est de la connerie. Tout ça dépend du conditionnement, le comportement des gens, des hommes et des femmes. Mais c'est vrai qu'un peu de féminisme...
dans les machos, dans les hommes, ça fait beaucoup de bien. Hein. Non, mais le plus mauvais, c'est les nappes phréatiques, alors, ça va jusque dans l'eau, c'est vrai que c'est mauvais. Ça peut être mauvais. Oui, Non, parce que ce que j'ai lu récemment, c'est que ce qui était dangereux, notamment les hormones et les antibiotiques, c'était que ça passait par le système de tout à l'égout, et que donc c'était les eaux de surface qui retraitaient, donc c'était un cycle incomplet. Oui. Alors que quand si on utilise des toilettes à litière sèche, par exemple, ça va aller dans le compost et les bactéries vont recycler. Ce qui est le plus dangereux, c'est la concentration des tas de produits. C'est déséquilibre. Oui. Quand on les libère comme ça dans son jardin, un petit peu de poison, un petit peu, c'est dilué, c'est pas beaucoup. Le fait de les concentrer, là, ça devient dangereux. Dans les incinérateurs, par exemple. On brûle tout dans les incinérateurs, le reste des poussières d'incinérateurs, là, ça devient hautement toxique. Alors que le même produit qui est dilué, qui est mis dans tous les jardins comme compost et tout ça, ne fait quasiment rien du tout. Tu vois, il faut éviter les concentrations de chacun. Et bon, ben voilà. Ouais, j'ai dit tout sur la pelouse. Quelqu'un demande. Donc, recycler l'herbe, mettez-le tout frais, hein, pas laisser sécher ni rien. J'ai vu des tas d'articles qui disent qu'il faut laisser sécher. Il y a des tas de... Non, le plus frais possible, c'est de couper le meilleur possible en petites couches. Ce qu'il faut éviter, c'est des grosses couches. Parce qu'ils doivent laisser passer l'air et l'eau. Hein, et alors, voilà. Ça, oui. Allez, vous vouliez... Oui, c'est pour les limaces. Oui, pour les limaces. Ah oui, c'est une bonne cachette pour les limaces, hein, sinon on n'aurait plus de limaces. Hein. Ah, ouais. Mais vous avez pas... On a dit que c'était en déséquilibre. Ah, mais vous n'avez pas... ouais. Moi, je cherche après des limaces. Désespérément, parce que mes poules, ils adorent ça, et j'ai plus de limaces dans mon jardin. Ah, donc voilà. Parce que les oiseaux, ils bouffent tout, mes grenouilles, tout, là, à fur et à mesure. Mais hier, j'ai trouvé 10 limaces dans un bac qui avait déjà, je pensais un an que j'avais pu trouver ça autant. C'est vrai, j'étais tout surpris parce que je voyais mes plantes, un bac qui disparaissait. Et je disais, alors, c'est pas normal, ça. Et en effet, il y avait 10 limaces qui étaient partis se réfugier là-dedans, mais je ne vois plus, donc c'est un équilibre. Faut mettre des panneaux, hein, dans votre jardin. Les oiseaux, occupez-vous des limaces, sinon, il faut réagir, là. Mais je veux dire, il ne faut pas paniquer parce qu'il y a des limaces. C'est bien. Oui, mais bon. Hein? Elle mange tout. Mais non, elle mange tout. Ça, c'est encore une fois une vue de l'esprit, ça, elle mange tout. Non. La pelouse, un peu combien de centimètres Pardon? L'épaisseur, c'est quoi? La pelouse. Pas dépasser 2 cm, à mon avis, ouais. Le plus léger possible. 1 cm, 2 cm, comme ça. Vous pouvez revenir tous les 15 jours Ouais, avec une nouvelle petite couche. Ouais, refaire, mais pas beaucoup, ouais, comme ça. C'est comme ça le plus efficace. De la mousse aussi, ça marche bien. Ah, tout peut être recyclé comme ça au-dessus. Hein. Ah, tout doit être... Mais l'épaisseur de ce qu'on met pour protéger la terre et pour être à côté des plantes, l'épaisseur dépend de la... Si c'est du compost de broussailles, on peut mettre 5 cm. Parce que ça reste aéré, ça reste pas tassé, tandis qu'une pelouse, si vous mettez 5 cm, à la première pluie, ça fait un truc étanche et ça devient... Justement, en plus, les limaces adorent se mettre là. Voilà. Alors, on a commencé ça au début, en effet. Les gens avaient peur des limaces, c'était sérieux, en disant on va mettre de la pelouse, hein, et tout ça. Mais c'est pas vrai quand c'est de la pelouse fraîche. Donc vous mettez la pelouse quelqu'un vient juste de faire depuis 1 jour ou bien 2 jours, tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la pelouse, ça fermente, hein, ça chauffe. Hein. Et si vous mettez ça à côté pour protéger les laitues, il n'y a rien de meilleur pour protéger les laitues que de la pelouse fraîche. Hein. Bon, pendant quelques jours, hein, le temps que ça... Hein, parce qu'il n'y a aucune limace qui va approcher parce que ça chauffe, ça fermente, et donc c'est une protection. Après, ça devient un cachet. Mais tout est toujours à bien ou à mal selon comment on l'envisage. Mais ce n'est pas nécessairement ça qui attire au départ les limaces. Moi, j'évite quand même de mettre la pelouse entre les salades, parce qu'après, pour les laver... Ah ouais, c'est ça. Pour les laver, c'est une corvée. Hein. Ouais, c'est ça. Tout y colle dedans. C'est ça. Et surtout vous mettez de la pelouse, et puis les vers de terre viennent en surface, manger, et puis les oiseaux viennent, et puis ils viennent, ils grattent, ils font, et donc la laitue qui est à côté, elle est remplie de... voilà, tout ça. Bon, ouais. Et l'herbe n'est pas assimilable. Je dis aux gens qui mettent des pelouses, l'herbe, on ne mange pas l'herbe.
C'est pour ça qu'il faut diminuer les pelouses de petit en petit. Mais un bon jardinier, je vois, tous les ans, la pelouse, elle diminue. Hein. Enfin, quand il y a des enfants, des petits-enfants, il faut bien des terrains de jeu, des trucs, mais je dis, la pelouse, c'est absolument rien, c'est une absurdité. Enfin, en tout cas, les pelouses telles qu'elles sont faites. Il y a des pelouses naturelles, faites de milliers de plantes différentes, de fleurs, de tout, de genre garçon japonais, ça, au moins, ça c'est joli, des prairies naturelles. Je ne sais pas comment on est arrivé à faire des pelouses telles qu'on voit maintenant, le moins de brin d'herbe qui n'est pas celui d'origine. Les Anglais, ils y vont avec des pinces, hein. C'est pas de la blague, hein, avec des pinces, comme les collectionneurs de timbres-poste, là, ils vont pour tirer c'est fou. Alors c'est des pelouses, bien sûr, mais des pelouses pour les enfants, mais les enfants, ils ne peuvent pas aller dessus, ils ne peuvent pas jouer dessus, hein, parce que sinon, ils vont démolir, ils vont l'abîmer. Ouais, on vit un peu dans... Pardon? Ils préfèrent quand même la boue et les tas de souches. Ouais. Mais une bonne prairie bien mouillée aussi, pour les adultes comme pour les enfants. J'ai parlé le mois passé, là, pour se décharger. Hein. Le soir, il y a un petit coin de pelouse, là, pour une prairie. Enfin, une pelouse le soir, c'est plus ou moins humide. Et marcher dedans, pieds nus, pour décharger. Hein, pour bien savoir dormir. Celui qui a des difficultés pour dormir, ça, c'est formidable. Hein. Même la terre aussi, on peut aller dans la terre comme ça. Mais c'est plus agréable dans l'herbe mouillée, ça fait un bien fou. Le matin, ça recharge, monsieur? Pardon? Le matin, les pieds nus dans l'herbe, non, mais c'est plus la même chose alors. Ça, c'est pour se réveiller. Alors. Mais le soir, c'est pour se décharger. Parce qu'on est des piles électriques, on se charge toute la journée, et on est toujours avec des chaussures étanches, donc on se charge toujours, on ne se décharge jamais. Et surtout pour les enfants, et ça marche très fort, mais les adultes aussi, le soir, ils ne savent pas dormir. La première chose à faire avant de donner des pilules ou avant tout le reste, c'est aller marcher pieds nus dans la boue, dans la terre, dans l'air pour se décharger, tout ça. Et souvent, ça suffit. C'est rien du tout, c'est des petits trucs de rien du tout. Ah ouais. Et même sur le carrelage, hein, on fait ses chaussures, parce que les chaussures, c'est aussi étanche, hein, rien que ça. Mais c'est mieux la terre et l'herbe. La nuit, quand vous ne savez pas dormir, levez-vous, marchez à pieds nus sur le carrelage, buvez un verre d'eau froide, retournez dans votre lit, 5 minutes après, vous dormez. Sans médicaments, sans rien du tout. Mais en même temps, si vous levez pendant la nuit, si vous allez dans le champ, en même temps, vous désherbez. Hein, c'est déjà tout du travail fait à l'avance pour le lendemain. Hein, c'est tout du temps gagné. Vous ramasser les limaces. Ramasser les limaces, t'as vu. Avec la lampe de poche, hein, vous allez piéger, là, vous allez voir. Alors, vraiment, pour se débarrasser des limaces, celui qui est envahi, il ne doit pas se laisser envahir. C'est toujours tout en équilibre. Hein. Il faut mettre les oiseaux, les grenouilles, tout faire un jardin qui a équilibre. S'il n'y a pas ça, alors il y a le son de céréales. Hein, le son de seigle, surtout très efficace. C'est un appât. Les sons de céréales sont des appâts formidables pour les limaces. Ils adorent ça. Hein, je veux dire, c'est comme une baraque à frites pour les Belges. Hein. Quand vous mettez un morceau de son, ils vont tous arriver. Alors il faut couvrir. Donc vous mettez une cuillère à café, une cuillère à soupe de son, couvrir avec une vieille bassine ou un seau et tout ça, en laissant juste le passage 1 cm, juste le passage des limaces. Alors pourquoi? Les limaces vont être attirées par le son. D'ailleurs, ceux qu'on vend dans le commerce, les trucs toxiques, là, c'est fait à base de son de céréales. Et puis ils mettent alors un alcool solidifié pour tuer. Et donc, ils vont venir, mais comme ils sont à l'abri, parce que c'est couvert, à l'abri des oiseaux, ils vont rester là. Et donc, il suffit de relever ces pièges, alors, et les donner aux poules. Hein. Ça, c'est formidable. Hein. Les poules, ils adorent ça. Mais ça, Ignace qui a commencé ce système-là, il a pris des centaines de limaces pendant des jours et des jours. Hein, tous les jours, jusqu'à 800 limaces. Hein. Ouais, c'était... Bon, pendant 2 mois. Pendant 2 mois, ouais. Il y a des endroits, voilà. Donc ça, c'est... Quand on est envahi, il y a un moment, quand il y a un déséquilibre quelque part, il faut l'établir un petit peu et trouver des moyens naturels. Et ce moyen-là, c'est le meilleur. C'est pas de tuer les limaces, de les éliminer. C'est quelque chose de mal. On découvre bien parce que c'est une nourriture. Les limaces, c'est une nourriture protéinée, formidable. Hein. Et donc, pour donner aux poules, c'est vraiment... Là, on transforme... Hein, c'est comme on achèterait une nourriture, de la viande pour le... Ah bon, ouais. Le meilleur moyen, qui coûte rien du tout, c'est quand vous voyez une plante attaquée par les limaces, le soir, quand il fait noir, vous allez avec votre lampe de poche et vous ramassez toutes les limaces. Vous n'avez pas besoin de produits, pas de son, pas d'annulés, rien du tout. Vous les ramassez, vous les tuez, vous les jetez, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a plus d'emploi, mais il y a plein de temps.
Ouais, voilà. Alors les canards, les oies, les poules, ils raffolent de... Ouais, voilà. Allô. Ouais. Donc, il y a le son, d'accord, mais Ouais. quelque chose de gratuit, c'est les miettes de pain qu'on met de la même façon en dessous de la tuile. Et si soi-même on n'en a pas assez, il y a le boulanger, quand il tranche le pain. Mais ça en tire aussi, comme ça. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Oui, il y a de la farine dedans et c'est petit. Les agrumes aussi, il paraît que ça en tire fort. Ouais. Donc les... Pas plus de pommes de terre, il y a un tas de trucs. Ouais, plus de pommes de terre, mais les agrumes aussi, Mais tout ce qui est gratuit, Ouais. c'est pas plus mal. Hein. les oranges, les pamplemousses, les machins, là, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et la bière, La bière. la bière. La bière. Ah ouais, mais la bière, ça en tire de trop. Ouais, c'est vrai. Ça en tire tous les autres. Oui, voilà, parce qu'il y a l'odeur. Ah, les autres insectes. Vous tuez les carabes, vous tuez des temps qui viennent boire la bière et puis ils sont... Ah ouais. Et puis les oiseaux, ils sont pompettes, hein, parce qu'ils adorent ça. Ah ouais. J'ai fait toutes ces expériences, là. Et un jour, j'avais mis, quand j'ai débuté, hein, je gobais tout ce qui était... J'ai essayé tout, là. Et j'avais fait un piège, en effet, ça marchait pour les limaces, mais ça marchait pour tout. Et les oiseaux, hein. Je suis une fois sorti, le lendemain, j'avais mis ces trucs de bière, et vous aurez vu dans le jardin, les oiseaux qui faisaient des cabrioles. Oh, je dis, il y a quelque chose ici. Enfin, c'est pas normal, hein, on voit, hein, au début, on dit, oh, ils étaient pompettes, hein. Donc j'ai arrêté avec la bière. Parce que ça peut être mortel, hein. Si c'était rien que pompette, c'est pas mauvais, hein. Ah, mais là, ça, quand ils boivent trop, ça peut... Donc, évitez la bière, parce que, surtout ceux qui manquent le plus maintenant, qui est le plus efficace comme les grenouilles et les crapauds, c'est les carabes. Et quand c'est pas les carabes dorés ou les carabes, c'est pas, hein, c'est quelque chose qui a disparu, les gens ne connaissent plus ça, parce que c'est les premiers, je veux dire animaux, les premiers bébêtes, les premiers insectes qui disparaissent quand il y a la pollution. C'est les premiers signes de la pollution, c'est les carabes. Alors, avant qu'il y en avait, c'est des bébêtes hautes sur pattes comme ça, très jolies, on a des dorés, on a des trucs. Dans la pièce là-bas, il y a une planche, il y a tous les carabes qu'il faut. Et quand on fait bio depuis un certain temps, tout à coup, il y a les carabes qui reviennent. Ça, c'est un signe que l'équilibre, ça commence à être bien. Et c'est ceux-là, eux, ils sont très friands. La première chose que les gens y font, c'est mettre leur pied dessus. Hein. Les carabes. Sur les carabes, parce qu'ils en ont peur, mais il faut pas. Ah ouais. Babaton sur porte, c'est un dégât. C'est magnifique comme. Ouais. Je mange beaucoup d'insectes. Ah ouais. Moi j'ai des gros vers blancs. Et il y en a qui sont jolis. Pardon ? J'ai trouvé pas mal de, 3-4 de gros vers blancs, je les ai écrasés, je me suis demandé si c'était bien. Ouais. Des larves, des des trucs de loup. Peut-être d'Anton, peut-être des cousins. Ouais, je sais pas, il y a tellement de... Maintenant, par principe, je tue plus rien. Au début, oui. Maintenant, je regarde, j'observe, je vois comment ça se passe. Ça se peut qu'après, je tue certains quand je vois vraiment qu'ils font des dégâts. Par exemple, il y a un arbre autour des laitues, quand ça s'installe, ça coupe la laitue et tous les jours, il coupe une nouvelle laitue. À ras du sol. Donc, ça, c'est typique. Et quand on gratte autour de la laitue, on voit qu'il y a un gros ver blanc, là. C'est la larve du hanneton, bien... C'est plutôt gris. Ouais, mais il y en a des gris, mais il y en a des blancs aussi. Les blancs, c'est du hanneton. Ouais, voilà. Ceux-là, alors, il faut les tuer, parce que ça fait des dégâts. Tous les jours, une nouvelle laitue, un nouveau bonheur, on sait les suivre. Hein, ouais. Alors, là, il n'y a pas de doute. Les autres, je laisse. Parce que c'est la nourriture de l'un ou de l'autre. D'abord, regardez s'ils font vraiment du dégât. Ouais. C'est la larve de Tippel qui, elle, mange, donc, je veux dire, la laitue à ras du sol, qui la coupe. Et celle qui mange depuis le sol, qui remonte dans la racine, c'est la larve du hanneton. Ah oui. C'est là les blanches à tête rousse. Ouais, c'est ça. Donc l'autre, on dirait comme un asticot, un gros asticot, plutôt gris-vert comme ça. Ça fait du dégât. Ça, c'est le pire. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Quelquefois, il y en a un ou deux. Ils sont dans les pelouses. Voilà. D'habitude, ils vivent dans les pelouses. Et quand vous tirez une choque d'herbe dans votre potager, là, vous allez en trouver certaines. Et un des grands avantages de mettre justement, on revient à la pelouse, de mettre toujours la pelouse fraîche comme ça que vous savez avoir, c'est que les oiseaux, les merles, les gribes, les machins, vont venir chercher, vont toujours gratter et vont vous manger la plupart de tous ces larves, de tous ces insectes. La même chose aussi, grand nettoyage d'automne, je dis maintenant, absolument mettre à l'automne, à partir d'octobre, novembre, même septembre, couvrir le jardin avec tout ce que vous pouvez avoir, parce que tout l'hiver, les oiseaux, ils vont venir gratter, faire le ménage, et vous allez voir les œufs de l'immense, tout ça, ça va faire un grand nettoyage naturel. Voilà. Déjà, rien que ça. Déjà, donc il y a toutes sortes de moyens. Il y en a, il faut un peu de patience, quelques années pour établir l'équilibre. Quoi, hein.
Moi, j'avais des petits gris là que j'étais envahi depuis 2 ans, 3 ans. Il y a un couple de griffes qui est venu. Mais tous les jours, je trouve des coquilles un peu partout vides parce qu'ils les ont mangées. Et ils vont toujours au même endroit. Moi, j'ai un endroit, une dalle quelque part, enfin un carreau sur le mont, qui est plus dur qu'ailleurs. C'est toujours rempli d'écailles, d'escargots. C'est là qu'ils vont casser les... Bon. Ça va pour la pelouse? Ça va pour la pelouse. Alors, où est-ce que j'en suis là? Alors, l'eau au jardin. Voilà. Il va bientôt avoir des fruits. Donc, dans les mois qui viennent, les fraises, les groseilles, ça va commencer, là, les cerises, après tout ça. Framboises. Absolument, pour limiter de la moitié, toutes les statistiques qu'on fait, enfin, les expériences que j'ai faites, quand les oiseaux ont de l'eau à leur disposition dans le jardin, un peu de partout, ça diminue de 50% les dégâts occasionnés par les oiseaux sur les fruits. Donc, déjà, rien que ça, ça vaut la peine. Donc, souvent, parce qu'ils attaquent les fruits, parce qu'ils ont soif. Donc, il faut mettre des petits étangs, mais si on n'a pas des étangs, des bassins, un peu partout dans le jardin, des petits trucs. Ça sert d'ailleurs à beaucoup, hein. Rien que pour boire et tout ça, les oiseaux, mais aussi pour autre chose, ça sert pour beaucoup. Les abeilles, les guêpes. Les guêpes, il y a besoin de l'eau. Donc il faut un peu d'eau, parce que ça va limiter de beaucoup les dégâts. Vous faites quelles installations dans votre jardin donc, alors, si on veut vraiment les attirer, on met un peu de pastis dans l'eau. Il y a un autre système aussi pour donner à boire aux oiseaux. Vous avez en même temps des belles plantes, c'est mettre de la cardère, par exemple. Donc le cabaret aux oiseaux, justement. Ah ouais. Il y a beaucoup d'eau. La cardère, le cabaret des oiseaux. Voilà. C'est une plante magnifique. Moi, je veux dire ça, où la tige et la feuille se rejoignent, il y a toujours une grande réserve d'eau dedans. Il y a comme un bénitier, là. Beaucoup d'eau. C'est bien que tu ne vois pas souvent à l'église, hein, ça se voit tout de suite, hein, avec un bénitier, là. Mais en même temps, c'est très beau, parce qu'ils font souvent c'est une belle plante. Moi, j'en ai toujours. Et ça revient tous les ans dans le jardin. C'est une magnifique plante. C'est une plante sauvage de par ici. Hein. Ouais. Et elle est comestible aussi. Comme tous les plantes de la famille, tous les chardons, les cardons et toute cette famille, la plante des artichauts, c'est toutes des plantes comestibles. Hein. Avant, on mangeait de tout, hein, toutes ces plantes. Hein. En Moyen-Âge, c'était énorme. Mais maintenant, on a perdu parce qu'on est trop habitué. Sinon, même... Il y a un beau chardon coloré, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec des épines. Ils découpaient les épines et mangeaient. Hein, le chardon Marie. Ah bien, ça revient parce que c'est très goûteux, beaucoup meilleur que des épinards. Il suffit de couper au ciseau les épines, qu'il y a sur les feuilles et tout ça. Donc, on a abandonné ça, tout ça, parce que ça demande un peu de travail, un peu de préparation, mais ça revient très fort, hein, toutes ces plantes et tout ça. Là, ouais. J'ai pas bien compris le mot de la plante qui donne à boire aux oiseaux. La cardère. Cardère. C'est de ma famille. Cardon, c'est la famille de. Voilà. Cardon, chardon, cardère, voilà, ma famille. Qui s'y flotte, c'est pique. Donc, on n'a pas tellement la cardère. Hein. La cardère, c'est pas très épineux. Hein. Ah, si, quand même. Si. La tige est très épineuse. Hein. Ouais, il reste peut-être pas dans les doigts. Le chardon de Marie, là, c'est un très très beau feuillage marbré comme ça. Ouais, mais c'est beau, c'est une plante magnifique. Bon, on est toujours au pelouse. Ah non, on est à l'eau du jardin. Alors, quelque chose qu'il faut oublier, donc si vous mettez des récipients, des casseroles, des trucs, des seaux pour les eaux, alors, ça doit toujours être rempli. Faites attention que c'est toujours rempli, parce que sinon les oiseaux ou les insectes, ils vont se noyer dedans. Ah, d'accord. Ouais, ou alors, prenez la précaution de mettre un morceau de bois qui flotte dessus, même pour les coccinelles. Beaucoup de coccinelles viennent boire, et puis ils ne savent plus le trouver. Donc, il faut mettre un bois flottant et essayer de maintenir l'eau à fleur pour qu'ils savent se dégager. Les abeilles, les bourdons, tout ça, on en trouve toujours. Quand c'est un peu... Hein, on en trouve plongé, c'est malheureux. Et surtout les coccinelles, beaucoup, et les oiseaux et tout. Donc, voilà. Ouais, ça va, ça. Alors, profitez-en, s'il fait bon, pour creuser un petit étang naturel. Essayez d'abord, parce que sinon, ça coûte cher. Moi, je n'ai pas réussi à trouver un endroit où l'eau est restée. Mais il y a des endroits où ça se passe. Alors, c'est maintenant qu'on le sait. Je veux dire, c'est aussi parce que c'est maintenant que l'eau, je veux dire, les terrains argileux, c'est maintenant que les derniers endroits, ils disparaissent. Donc, et on voit, donc l'eau, elle disparaît là. Tout à coup, il y a un endroit, un coin, où l'eau, elle disparaît que maintenant. Ou bien,
ou bien il y a encore, ça reste très humide. Ah ben ça, c'est là qu'il faut creuser quelquefois. Donc, il suffit de creuser 40 cm, 50 cm, et tasser avec ses pieds l'argile, là, le fond, et vous aurez, sans plastique, sans rien, une mare naturelle. Hein, donc voilà, et ça c'est très utile. Alors si vous avez ça, vous avez la chance d'avoir des grenouilles, des crapauds, tout cela avec un fond. Pas en dessous de... Je dis 40 cm, c'est faible. C'est vraiment très faible. Pour que les babettes, je veux dire, qui sont dedans, passent l'hiver, il faut 60 cm. Par ici, 60 cm, il y a toujours un peu de l'eau libre. Il n'y a jamais de gel à 60 cm. Et même ces derniers temps, quand il y a 3-4 cm, c'est déjà beaucoup. Mais je veux dire, pour être sûr. Mais alors, si vous dépassez, et même 40 cm ou 60 cm, ça devient dangereux pour les enfants, les petits-enfants. Mais alors, c'est pour ça que moi, j'ai mis des grillages dessus. Ah, il y a tellement, tous mes petits-enfants et tout à moi, et puis tous les enfants qui vont visiter, j'ai mis un grillage. Je dis, bon, c'est un peu moins beau, mais enfin, moi, j'aime mieux ça qu'un accident, un enfant qui est noir, il y a plus terrible de ça. Donc, mettez, surtout que vous atteignez certaines profondeurs, un truc, mettez un grillage. Il y a des grillages maintenant en verre, en tout, quelques plantes, et puis souvent, ça se voit plus. Ça se voit, donc, mettez pas de précaution, parce que là, et j'en ai plusieurs qui ont, avant de mettre ces grillages, que j'en ai tiré dehors, que je planchais dedans de mes petits-enfants. C'est normal, un petit enfant, il sait tout, il fait. Surtout qu'il y a même des algues, il vient des algues vertes. Donc, bouffe, on marche sur les algues vertes, on pense que c'est plus bouffe dedans. Mais Gilbert, si, en parlant de creuser une mer ou quelque chose comme ça, bon, il est bien sûr préférable de creuser un peu plus profond, mais le moment pour creuser, c'est toujours au mois de septembre, là où les eaux sont plus bas. Donc, comme ça, vous travaillez au sec au moins. Ah ouais, mais pour repérer, au moins c'est maintenant qu'il faut repérer. C'est pour ça que je dis maintenant, c'est maintenant qu'on repère là, et on creuse en septembre. Là où il faut creuser, là où l'eau, elle reste, elle stagne, voilà, c'est là, Vous l'essayez sans, bon, s'il n'y a pas moyen, il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'eau va rester naturellement comme ça, certains. Bon, il y a maintenant des bâches, il y a il y a toutes sortes de produits maintenant pour le faire étanche, pour l'autre un peu... Oui, mais si on met une bâche, il faut faire attention que ce ne soit pas glissant par exemple. Ah ouais, tout ça, c'est pour ça, c'est mieux. C'est mieux que c'est naturel, c'est sûr, c'est pour ça. Et ben, maintenant qu'il faut repérer, qu'on voit là où l'eau elle stagne dans le jardin quelque part. Et c'est pas toujours, ce qui est curieux, c'est pas toujours là où on pense. Hein. C'est pas toujours dans les fonds. Hein. C'est quelquefois en hauteur. Hein. C'est ça qui est le... J'ai pas très bien compris d'ailleurs ça. Je crois que je vois un ingénieur spécialisé, je vais une fois demander, mais ça suit les courbes de niveau, ça s'appelle. Donc à Moucron, là où il y a le plus d'eau, c'est en haut, c'est sur les hauteurs, et pas dans le bas. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas très bien compris. C'est curieux ça. Les sources sont souvent plus élevées. Hein. C'est une histoire de veine. Voilà, c'est un truc là un peu... Moi, on m'a dit de mettre dans mes bacs à eau un petit peu de charbon de bois pour pas que ça verdisse. Mais verdisse. Si on veut pas que ça verdisse, mais verdisse, c'est bon pour les plantes. Hein. Dans les vases, quand on met des fleurs coupées, c'est toujours bon aussi de mettre un petit peu de charbon de bois. Hein. Ça purifie. L'eau peut verdir, hein. Pourquoi ne pourrait pas verdir? Mais les algues, c'est un engrais pour les plantes. Hein. Non, pas du tout. Non, ça. Pour les poules. Moi, j'ai un bac dans la serre, l'eau est devenue toute verte. Mais c'est cette eau verte que j'emploie pour mettre sur les plantes. Hein. C'est meilleur que l'eau qui est toute fraîche, toute blanche, toute pure. Alors, chaque fois que j'en prends, que ça diminue, je prends de l'eau fraîche et je mets dans l'aquarium, dans ce bac qui vient vert. Les plus chaudes, chargées d'algues, c'est meilleur pour les plantes. Hein. D'accord. Mais c'est sûr, c'est pas si beau. Hein. On voit plus les poissons. Justement, c'est pas seulement meilleur pour les plantes, même si vous avez toutes sortes d'animaux dedans, ils vont s'en nourrir. Par exemple. D'accord. Mais c'est pas si beau, bien sûr. Comme les tétères et tout ce qui s'ensuit, nous d'abord des algues et après des vers de vase et tout ce qui s'ensuit. Et alors, les lentilles, aussi, il n'est pas marqué ici, mais je vais quand même me dire, les lentilles d'eau qui poussent sur les étangs, c'est une nourriture formidable, hein. Même pour les humains. Hein. Pas seulement pour les canards raffolent de ça, les poules et tout ça aussi, mais pour les humains. J'ai vu qu'en Asie, partout, on faisait des lacs comme ça pour se nourrir. Pas seulement des poissons, mais aussi de ces lentilles d'eau. Hein. On prenait les lentilles d'eau, et les Chinois surtout, il y avait
On la mettait dans les repas et tout ça, très riche en aliments et en tout, et très agréable à manger et tout ça. C'est pas une lentille un peu plus grande que celle qu'on... Non, c'est les lentilles qu'on a là, qui se reproduisent à une vitesse incroyable, hein, ça fait des épaisseurs formidables. Donc justement, mais on ne peut pas les... Parce qu'après, quand il y a une trop grande profondeur, ils pourrissent. Il y en a un, alors ça ne devient plus comestible. Mais quand ils sont fraîches comme ça, bien. Disons que l'inconvénient, c'est qu'ils ne laissent plus passer la lumière. Oui, aussi, oui. Pour ceux qui vivent en dessous. Il faut toujours tirer une partie. Alors, repiquage à sec. Essayez, alors, je commande. Moi, ça fait 20 ans, 25 ans, peut-être plus, que je pique tout ce que je repique à sec. Les laitues, les choux, j'ai commencé avec les poireaux, et tout. Donc, le piquer à sec, sans eau. Donc, et d'ailleurs, ça va déterminer l'état de vivacité, la vie, la richesse de votre sol. Donc, si vous repiquez les laitues, les choux, vous repiquez tout. Donc, vous repiquez, ça veut dire bien serrer la terre autour des racines, tout, et puis pas d'eau. Et vous allez voir, si votre terre est riche, si votre terre est machin, pas une perte, rien. Beaucoup moins qu'en mettant de l'eau, et donc beaucoup de boulot au moins, beaucoup de machin, et vous avez alors des plants plus résistants. Parce que pendant quelques jours, ils devront lutter pour survivre. Hein, pour s'implanter, pour survivre. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas accessibles, par exemple, aux limaces. Hein, ils émettent des toxines, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, des sécrétions, qui font que pour survivre, et donc ça ne convient pas à rien. Et après, donc, vous avez des plants beaucoup plus beaux, beaucoup plus trapus, et il n'y a pas de perte du tout, hein, beaucoup moins qu'avant. Donc, tout repiqué comme ça, à sec. Donc, et même si une période de sécheresse qui suit, bon, pas une paire de mois, bien sûr, mais enfin, une paire de mois de sécheresse par ici, il ne faut pas rêver. Enfin, ça peut arriver, tout peut arriver, mais enfin, pas voilà. Voilà, donc, un temps gagné, hein, et vous avez des plantes beaucoup plus saines, c'est facile à travailler, c'est fait. Parce que si vous allez avec de l'eau et que vous mettez, donc vous repiquez, vous mettez de l'eau au poireau, là, au laitue, tout, les gens mettent de l'eau, après il faut aller, nécessairement, après quelques jours, il faut aller casser la croûte avec un outil, il faut aller couper la croûte qui s'est fait en surface, hein, parce que les plantes meurent par... il n'y a plus de passage, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de transmission, et beaucoup de plantes meurent comme ça, on se demande pourquoi, c'est parce qu'il y a eu de l'eau, une plaque là qui a pris... Tandis qu'avec le repiquage à sec, pas. Et donc tout le monde a adopté ça, beaucoup de gens, et ça marche vraiment bien. Ça va à contresens, les gens ils pensent que... c'est toutes des habitudes comme ça qui... Gilbert, ça c'est une fois qu'on a une bonne terre. Hein, c'est ça que je dis, ouais, c'est ça qui détermine. Mais quand vous n'avez pas encore de bonne terre que vous devez donner à boire, le problème c'est que vous attirez, si vous donnez bien à boire juste à la salade, par exemple avant la laitue, c'est que vous attirez les larves alors et les limaces sur la plante. Bien directement sur la plante puisqu'elle est attirée par l'humidité. Mais si jamais vous arrosez, c'est d'arroser carrément le parterre, alors c'est mieux. Ah ouais, c'est déjà, ouais, parce que là, on ne sait pas où aller, là, les pas tirés vraiment vers la plante directement. Tu mets à ce moment... Au début, quand j'entends qu'elle n'est pas bonne la terre, hein, par exemple. Tu mets à ce moment-là des cendres. Mais ça va vite, vous savez, bois. ça va vite, parce qu'il y a des gens qui ont essayé, déjà après quelques années seulement qu'ils faisaient, et ça marche, hein, ça va vite. La première année, vous faites que la moitié de... Oui, il faut essayer. Hein, comme ça, vous êtes sûr. Ou bien une demi-ligne, hein. Vous piquez quelques plantes que vous arrosez, les autres que vous faites, vous allez voir. En parlant de terre croûtée, bon, j'ai mis les oignons en automne, et j'avais mis sur des buttes, et puis maintenant tout est tout croûté de tout l'hiver, parce qu'il n'y a rien, elle était nue la terre. Donc j'ai voulu décrouter un petit peu, puis tout tombe, il y a les racines et tout. Les oignons, c'est une horreur. Ah bon? Vous ne faites pas ça, c'est pas la peine d'enlever la croûte. Non, j'ai pas de croûte. Non, mais c'est vrai, non. Le jardin fait jamais croûter, jamais. Il est toujours couvert, il n'est jamais croûté, il peut pleuvoir autant qu'il veut. Jamais croûté. Mais là, il faut absolument, c'est la première chose, jamais laisser le sol en nu. Jamais. Toute l'année, absolument. Même si on n'a rien, on dispose de rien, on peut mettre au moins des cartons, des papiers, des journaux, des cartons, mais jamais laisser la terre en nu. Acheter une botte de paille à la fin, ou une botte de paille, ou n'importe quoi, ou même la pelouse, ou bien. Mais jamais laisser le sol en nu, ça c'est clair. Ou bien laisser pousser les mauvaises herbes quand vous n'avez rien d'autre. Laissez pousser les herbes, souvent, ce qui fait, qui vont couvrir le sol, et puis après vous les tirez, et vous les remettez sur le sol, là, mais tout. Ah ouais, ça c'est la première chose après. Et pour l'ail aussi, ils sont, je sais pas, les pluies aussi, ils ont tout recouvert, et on voit pas l'ail, on voit que la verdure. Je peux laisser comme ça ou il faut découvrir. Non. Le bulbe, il va encore grossir, il va pousser en dehors de... Ouais. Normalement, hein, Sinon, il y a peut-être un petit chinois en dessous qui tire, qui empêche le bulbe de sortir, là.
Par rapport à l'eau, quand on a un jardin ou une terre qui ne permet encore pas de nourrir en eau le plant, pour éviter tout ce qu'on vient de dire précédemment, c'est on sert d'une vieille bouteille en plastique comme d'un entonnoir qu'on plante et on arrose là. Donc en fait, ça, la plante, elle tire l'eau de cette bouteille qu'on a retournée. Hein. Combien à côté de la plante, bien sûr, de la plante. À côté, quand on enfonce dans la terre. Ouais, pas dessus. On enfonce dans la terre. Là, on revient au même problème. Oui, ça peut être un bon système. Mais après, aussi, quand ta plante, elle est bien partie, tu le barres. Hein. Ça va vite. Hein, justement au début, qu'ils sont plus vite. Il faut vite plus utiliser d'eau du tout. Et jamais arroser le jardin, et jamais arroser ici. Jamais, ça fait longtemps, jamais. Et le repiquage à sec en serre aussi? En serre aussi, ouais. Quand le sol est humide. Quand le sol... mais il faut toujours, Là, il faut arroser après parce que... mais le sol il doit toujours être humide. Hein, en serre. Ouais. Des fois, parce que j'ai des parties de terre qui sont très chouettes et d'autres très argileuses. Et moi, j'ai rajouté... on a reçu pas mal de café et j'ai rajouté une marque de café et très vite ça se retransforme avec le couvert végétal. Et donc si on alimente régulièrement, c'est ça, terre trop argileuse, ça peut très vite évoluer. Quoi. Ah ouais. C'est mettre la vie dans le sol. Hein. Faut mettre la vie. C'est ça, mettre la vie. On augmente la vie du sol, le nombre de vers de terre, le nombre d'insectes, le nombre de bactéries, le nombre de bazar, et c'est ça qui fait la masse, qui fait que le... Mais la base argileuse, c'est une richesse formidable. Hein. Dans la région, ici, dans le coin, on a les terres les plus riches du monde, parce que c'est des couches argileuses sur des dizaines de mètres. Hein. C'est incroyable. Et on se plaint de l'argile et tout ça, mais au plus c'est argileux, au plus c'est lourd, on dit des terres lourdes, argileuses, au moins il faut les travailler. Au plus on les travaille, mais travailler de l'argile, c'est comme si on travaillait faire un pont. Hein, on prend l'argile, on malaxe. Alors, il n'y a plus rien qui s'est passé. Donc l'argile, il faut que l'argile se mette en boule. Et pour que l'argile se mette en boule, laisse passer l'eau, l'air et tout ça, il faut mettre de la vie dedans. Les vers de terre, les microbes, les organismes et tout ça, donc donner de la nourriture. Mais les terres argileuses sont d'une richesse incroyable. Il ne faut jamais rajouter même de l'engrais. Il y en a pour longtemps. Donc, mais pas les travailler. Donc plus on les travaille, ça. Et qu'est-ce qu'il faut lui apporter à l'argile pour l'ameublir sans la travailler? Rien, pas la travailler. Mettre en surface, toujours couvert, toujours donner... augmenter le nombre de vers de terre, d'insectes, de tout, donc en donnant de la nourriture, c'est-à-dire recycler tout ce qui pousse, laisser là, faire, et puis là, c'est tout. Ça va se faire tout seul. Et c'est difficile à saisir, hein, parce qu'on a toujours l'idée de travailler la terre, de faire, un mécanique, hein, alors que le bio, c'est 100 fois supérieur, je dis, la vie du sol fait, On peut faire pousser des carottes là-dedans? Ah, tout. Ah, c'est dans les terres argileuses qu'il y a le plus belle carotte, hein. Nous, on a des carottes dans le coin ici de 1 kg, 1,5 kg. Hein. Dans les terres argileuses, hein. Dans les terres sablonneuses, pas, hein, ça. Bah non. Il n'y a pas eu juste un peu de sable? Non, ils mettent du sable, mettent du terreau, mettent du... Ça. Tout ça ne sert à rien. Ça, c'est jeter ses sous sur le pavé, ça. C'est ça qu'on dit à Moucon. On peut jeter ses sous sur le pavé. Donc ça vous dit, c'est rien, ça sert à rien. Mais si vous avez l'occasion... du fumier, du compost grossier, du compost, tout ça, en surface et tout ça, Mais l'argile, le terreau, tout ça, ça sert à rien. Quand vous devez quand même planter quelque chose qu'il faut arroser, par exemple un buisson, un arbre, etc., il faut faire le trou, mettre la plante dedans, remplir de terre à moitié, et à ce moment-là, donner à boire. Un seau, si c'est un arbre ou un arbuste, laisser passer, donc s'il faut en 2 fois ou en 3 fois, sinon ça déborde, ça coule partout. Et après, vous rajoutez de la terre sèche. Ça va faire le tampon, il n'y aura pas de croûte. Le fond du trou restera bien humide. Donc, et vous êtes parti. Et vous pouvez à ce moment-là encore rajouter une couche de mulching de n'importe quoi pour encore accentuer la réserve d'eau qui restera naturellement. Là, il faut suivre avec l'arrosage. Il y a une exception. C'est les arbres qui ont été plantés l'année passée, en automne, ou les arbres qu'on plante au printemps, hein, jusque maintenant, un arbuste. Ça, la première année qu'ils ont été plantés, là, ils ne peuvent jamais manquer d'eau. Là, il faut bien... donc, souvent, c'est là qu'il faut intervenir, parce que normalement, une année normale, par ici, il pleut toujours régulièrement, mais ça peut arriver. Et tout à coup,
un mois de sécheresse qu'on n'a pas fait attention, et l'herbe qu'on vient de mettre, hein, il n'a pas encore fait ses racines, ses radicelles, et c'est comme ça qu'il y a des gens qui perdent beaucoup de herbe. Donc la première année, il faut surveiller, là, ou bien quand on a transplanté, qu'on a changé d'endroit, qu'on a mis, là, la première année, là, il ne peut pas manquer d'eau. Là, la tête doit toujours rester. Les petites greffes de pommiers et poiriers qu'on a fait, malgré qu'ils sont tout petits, la première année, il faut donner à boire. Hein. Mais de toute façon, pailler. Un pailler, ça veut dire mettre dessus un carton, machin, pour garder l'humidité en dessous. Hein, Sinon, ils reprennent et après, ils meurent. À la fin de l'année, tout d'un coup, ils meurent. C'est parce qu'on n'a pas donné d'eau. Bon, là, on a donné tous les... Hein, tous les bricoles, hein, tous les... Ouais. Bon, maintenant, on est parti dans les semis. Il y a la feuille, hein, là, devant, là, la feuille, l'aide-mémoire, mais donc, voilà. Mais il n'est pas marqué, là, les urgences et tout. Et puis ça, c'est un truc qui a été fait il y a quelques années, mais vous avez remarqué, mais je ne fais jamais le même coup. Chaque fois que je fais un coup de jardinage, je reprends tout. Donc il y a des choses même qui sont fausses. Ouais. Il y a quelques années, ça se peut que je disais ça et ça, bon, mais vu l'évolution des choses, du monde, et ma propre évolution de mon cerveau et mes expériences, tout à coup, il y a des gens qui ne sont pas contents, qui ont dit, moi je viens plus parce que tu as dit ça, et te dit maintenant contraire. Ça c'est la vie, hein, on apprend tout le temps, et il faut y aller, mais on découvre toujours, donc il ne faut surtout pas rester bloqué, et surtout en permaculture. Hein. Alors, la permaculture, ce n'est pas une religion, la jardinage bio, ce n'est pas une religion avec ses règles et tout ça, heureusement, hein, je veux dire heureusement, et donc restons libres et évoluons avec, et on change toujours. Donc ça se peut qu'il y a des choses qu'il y a quelques années, ou même qui a mis sur Internet, là, et qui sont plus justes. Hein, mais si, mais c'est vrai, mais les choses évoluent, changent, ouais, on apprend, on fait, mais c'est vrai, il faut aller avec. Donc, ce que je mets, c'est chaque fois que je fais une réunion, je ne reprends jamais les trucs de l'année, je fais chaque fois, en dernière minute, avec tout ce que les gens me disent, avec mon propre expérience, c'est chaque fois, je veux dire, nouveau. Il n'y a jamais bien sûr qu'il y a des répétitions, hein, des choses que, mais, bon. Alors, urgent, et surtout dans les urgences, dans les moments des semis. C'est surtout ça, beaucoup qui a bougé quand je vois ce que je disais il y a 10, 15 ans et ce que je fais maintenant. C'est beaucoup moins frileux. On peut être beaucoup plus hardi maintenant, semer tôt ou tard, ou pour les légumes d'hiver, que ce qu'on disait avant. Beaucoup plus. Surtout que les moyens qu'on a maintenant, avant on ne disposait pas des pots, de voiles de forçage, de serre-foire, il y a tout plein de moyens, de matériel que avant c'était inimaginable, avec les professionnels qui l'avaient. Maintenant, avec tout ça, vraiment, là, on peut presque faire du jardinage 12 mois sur 12. Hein, et en tout cas, on peut avoir des légumes du jardin, des fruits, 12 mois sur 12, ça c'est sûr. Donc on va de plus en plus dans ce sens-là. Et c'est ça qui change. Quand je vois les anciens catalogues semis de tel à tel, on dit maintenant, c'est un mois plus tôt, ou bien, voilà. Donc urgent. Donc les urgences, ça veut dire à faire le plus vite possible. Il y a encore moyen, mais le plus vite possible. Petits pois et fèves. Donc petits pois et fèves. Alors petits pois, pourquoi c'est urgent? Fèves un peu moins urgent, mais enfin c'est urgent de les mettre parce qu'on ne les aura pas et ça ne pousse pas bien quand il y a la chaleur. Petits pois aussi, c'est des légumes de jour court, de jour froid. Mais surtout pour les petits pois, on pourrait avoir ça toute l'année, on pourrait mettre ça toute l'année. Hein, maintenant, alors qu'avant je ne pensais pas, on pourrait mettre ça toute l'année, mais le problème c'est le vert. Donc si on met trop tard, comme maintenant, si on met maintenant, on est sûr qu'au moment où il va fleurir, il va avoir la teigne, c'est une des teignes. Mais on a eu le coup sur les papillons, là, et il y en a 2000 de teignes à Moucron. 2000 variétés de teignes, de papillons de nuit. Là. Donc, vous vous rendez compte. Hein. Donc, il y a une de ces teignes-là qui vont pondre dans chaque fleur de petits pois, et vous avez chaque fois un petit pois avec un asticot dedans. C'est une richesse formidable, mais les gens ne sont pas encore habitués. Hein. C'est une plus-value formidable. Vous avez le petit pois légumineuse avec les protéines et tout. Mais bon, moi, ça ne me gêne pas du tout, au contraire, j'aime bien. J'ai toujours appris, mon père m'a toujours appris à manger le camembert avec les asticots déjà dedans. Il disait qu'il n'y a que quand les asticots sont dedans que le fromage est bon. Il n'y avait pas tout à fait tort, hein, mais c'était pendant la guerre, la dernière guerre, là. On n'était pas un asticot près, c'était vraiment une richesse d'avoir un asticot. Hein, on n'allait pas le laisser partir. Hein.
Il n'y avait d'ailleurs plus beaucoup de champs non plus pendant la guerre 40-45. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les animaux en liberté, ça n'existait pas, hein, des chiens et des chats en liberté. Bon, petit point faible. Alors, le problème, c'est que quand on les mettait, il y a cette ponte-là. Mais maintenant, on sait, justement, avec le nouveau matériel, si on met... donc, les petits pois n'ont pas besoin d'être pollinisés, c'est même impossible, de l'extérieur. Il n'y a pas de pollinisation croisée. Donc, le petit pois se féconde lui-même. Il a même une protection spéciale, ce qui est formidable, pour ne pas être pollinisé de l'extérieur. Donc, on peut très bien reproduire toujours ces variétés de petits pois et avoir toujours les mêmes. Il y a pas de, donc, on peut facilement. Et en sachant ça, au moment de la floraison, on peut mettre un voile de faussage dessus, un tulle, n'importe quoi, que les papillons ne savent pas venir pondre, et donc il n'y aura pas de vers dans les petits pois. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on peut continuer les petits pois en fait plus longtemps. Alors qu'avant, c'était impossible à cause de ça. Ça ne servait à rien, il y avait un petit pois. Voilà. S'il y a des questions, de demande, il faut le dire. Hein. Non. Donc, on peut encore continuer à faire les petits pois. Ils vont venir pondre que quand il y a la fleur. Pardon? Ils vont venir pondre que quand il y a la fleur. Que quand il y a la floraison. Ah oui, hein. Les papillons de nuit, là, ils viennent pondre au moment de la fleur. Hein. Ils viennent déposer un œuf dedans et ça vient une mouche, un asticot. Au moment de la floraison. Il y a des prédateurs particuliers pour ces... Pardon? Il y a des prédateurs particuliers pour ces paniers à petits pois? Oh, sûrement, mais... Les chauves-souris, tout ça, mais bon, il faut en avoir. Hein. Ah oui, il y a des prédateurs pour tout, hein. Je pense, depuis que j'ai mis de l'ail des ours, maintenant, là, j'ai rempli d'ours hein, dans mon jardin. En béton, hein, Surtout le jeudi après-midi. Il y a aussi la chevêche. Oh, des ours à deux pattes, là, tout rempli. Bon, mais là, alors, la fève... Si vous ne connaissez pas, ça c'est un légume quand même à redécouvrir, magnifique. Hein, vraiment, et un pionnier au niveau des plantes. Mettez ça, je veux dire, c'est ça qui enrichit le plus dans les terres les plus faibles, les terres où il n'y a rien. Vous mettez ça, ça pousse et ça enrichit le sol et tout, et puis ça vous donne des bons légumes. Donc c'est vraiment une plante pionnière. Hein, et il y a tout, je veux dire, il y a tous les étages. Il y a déjà des fèves qui font 30-40 cm, il y en a qui font 1,60 m, 2 m. Donc c'est selon comme vous êtes équipé qu'il faut choisir. Hein. Il ne faut pas choisir une fève d'1,50 m, 2 m si vous n'avez pas, je veux dire, une ramure, un truc pour les maintenir, hein, et ils vont tomber. Hein. Donc il faut choisir selon le matériel que vous avez. Hein. Alors la fève se mange comme un haricot mange tout. Donc quand la gousse, jeune, fraîche, c'est absolument délicieux. Enfin, délicieux. Bon, tout est bon, tout est délicieux. Hein. Donc c'est un critère qu'il ne faut pas tenir en compte. Hein. Moi, je mangerai de la merde du moment où j'ai un petit peu de sel et de poivre, pas de problème. Hein. Mais voilà, donc il ne faut pas tenir compte de ça. Mais je veux dire, c'est vraiment très bon. Donc à le découvrir, c'est comme un haricot mange tout, poivré. Mais vraiment. Après, on mange la fève, mais dans certaines régions de France, dans le sud de la France, beaucoup. Même les fèves fraîches comme ça, avec un peu de sel et du poivre. Comme ça, même pas cuit comme ça. Hein. C'est bon. Puis après, c'est fait... fèves fraîches, cuites comme des petits pois. Et puis après, quand ils ont séché, on a ça, on fait la bissara, la soupe basque, une soupe basque, là, que la cuillère, elle tient droit dedans, comme ça qu'elle ne bouge pas dans la tasse. Hein, ça, c'est la soupe aux fèves des basques et tout ça. Donc, le falafel, toutes les périodes de l'année. C'est la garbure. Le falafel, c'est aussi des fèves. La fève, elle est comestible aussi, ça. Pois chiche. Le falafel égyptien, c'est pas des fèves, pas sur les pois chiches. C'est une pâte, c'est pas du houmous, c'est des falafels. Et pois chiches. Et le falafel égyptien, c'est des fèves. Ah ouais. C'est bon. Oui, en Afrique du Nord, beaucoup, on mange beaucoup de fèves. Dans le sud, pour toute la Méditerranée, à un moment donné. Et par ici aussi, c'était le manger des pauvres gens, à un moment donné, les châtaignes, les fèves et tout ça. Hein, mais ça revient avec... Et puis alors, les fèves sont le siège des pucerons noirs. C'est rare qu'il n'y a pas de pucerons noirs quand les fèves montent, donc au-dessus. Mais c'est un bienfait, parce que c'est la première nourriture pour la reproduction des coccinelles. Donc si vous voulez, il y a encore sur Internet, il y avait... cette semaine, quelqu'un m'a dit, c'est pas toi, non, qu'il y avait une réclame pour la vente des
Des larves. Des larves de... ouais, c'est toi qui avais dit ça. D'habitude, on vendait les larves de larves de coccinelle. Hein. 4 larves pour 1 euro, s'il vous plaît. Hein. 4 larves pour 1 euro. Hein. Alors que vous mettez des fèves et reproduction. Donc, quand la nourriture est là, les coccinelles vont faire la machin. 4 fèves. Et vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas le certificat de propriété hein, des larves de coccinelle. Hein. Et ça se peut que vous achetez ça et que le lendemain, ils sont chez votre voisin. Hein. Il ne s'agit pas de réclamer le prix. Hein. Ils n'ont pas... Jusque maintenant, les larves de coccinelle n'ont aucun sens de la propriété privée. Donc c'est une lacune formidable quand même. Hein. Bon, bah, notre civilisation ne les a pas encore atteints. Hein. Voilà. Donc voilà, mettez des fèves, vous êtes plus sûr. Et on mange des gousses aussi alors? Oui, c'est la gousse toute fraîche, ouais. Hein. Quand ils sont jeunes, toute fraîche. Ah non, avant. J'en ai cultivé une fois, je me suis dit. Ah non. Pas du tout rentable, quoi, parce qu'une fois que j'ai enlevé la si. Après, les gousses fraîches et après les fèves à l'intérieur. Ah ouais, on mange tout. Ouais. Et alors, ça fait de l'engrais, ça fait de l'azote, ça fait de la terre, ça fait une masse végétale aussi au-dessus. Ça a tous les... Toujours, il faisait mettre beaucoup de fèves. Alors, les poireaux, dans les urgences, hein, absolument urgents. Hein. Et même, je dirais que c'est même un peu tard, mais les poireaux qu'on sème maintenant, c'est pas perdu, je veux dire, c'est même peut-être une bonne affaire, ce seront les poireaux qu'on mangera à la sortie de l'hiver. C'est les poireaux qu'on sème maintenant, c'est les poireaux qui vont gagner, je veux dire, un mois et demi avant de monter en graines. Donc, on les aura un peu plus tard l'année prochaine. Sinon, pour cette année, normalement, c'est trop tard. Normalement, je veux dire. Parce qu'ils seront, je veux dire, ils ne seront pas très gros à l'entrée de l'hiver. Quand ils vont s'arrêter, ils ne seront pas très gros. Il aurait déjà fallu semer il y a 1 mois ou 2 mois déjà. Mais maintenant, pour après l'hiver, bien. Parce que c'est après l'hiver, alors que, par exemple, là, les variétés de liège, les variétés d'hiver, quand ils reprennent, c'est à ce moment-là qu'ils grossissent. C'est pas avant l'hiver, et il reste longtemps. Mais de toute façon, sitôt qu'un poireau, donc avril, mai, là maintenant, sitôt qu'il commence à monter, qu'il y en a un dans la bande, je veux dire, dans le machin, qui commence à monter, il faut tous les tirer, faire comment on appelle ça? Une tranchée, c'est ça. Donc tous les tirer à racines nues, bien secouer la terre pour qu'ils arrêtent de pousser, hein, pour qu'on arrête la croissance, et la montaison, le processus de montaison. Et puis on les met dans une tranchée, on met de la terre, et puis on prolonge encore d'1 mois comme ça, avant qu'ils repartent pour monter. Mais il faut le faire, sitôt qu'il y en a un ou deux, qu'on voit qu'il y a un qui monte, hein, sinon ça va vite. Alors, hein, il faut les tirer, puis voilà, ça prolonge. Hein, il y en a encore maintenant, hein, il y a des gens qui ont des poireaux, ça commence à monter, ou bien, voilà. Il y a encore moyen de sauver, de prolonger pendant 1 mois. Mais ça, pour faire ça, il faut faire ça. Avec les poireaux, semer tard. Avec les autres, on n'arrête pas le processus de montaison. Ils sont trop voilà. Terre riche, hein, là où on met les poireaux. Pour avoir des beaux poireaux, il faut vraiment une bonne terre bio. Hein. Mais les gens dans le commerce, là, chez les maraîchers, ils ont des gros poireaux comme ça, mais c'est parce qu'ils y vont à l'engrais tous les semaines. Hein, pour avoir des gros poireaux. Sinon, pour avoir même des poireaux d'une grosseur normale, moyenne, il faut déjà une bonne terre riche. Hein. C'est une des choses, je vais dire, les plus difficiles. Alors, un truc aussi, pour celui qui n'a pas beaucoup de place, ou même, ça vaut tout le temps, c'est le même poireau qui peut servir 4-5 fois. C'est-à-dire, quand il est à hauteur, 30 cm et tout ça, c'est le couper à ras du sol ou à 1 cm du sol, et puis alors, c'est le couper sans servir, et puis 1 mois après, le même poireau va 1 mois après, nouveau à 30 cm. Hein. C'est le vivace? Non, n'importe quel poireau. Non, le poireau ordinaire, comme ça, ouais. Couper, tout ça, voilà, donc plusieurs fois. Mais ça va vite et ça va bien. Hein, ça va bien. Si vous voulez, donc, pour faire la soupe, il n'y a pas de problème. Au plus sévère, au mieux que c'est. Donc là, il n'y a pas besoin de blanchir. Si c'est pour faire des poireaux à la crème et tout, donc quand il est à 30 cm, il faut le buter pendant une dizaine de jours, ramener de la terre dessus, ou 15 jours, hein, il va un peu blanchir, buter, puis on débute et puis on coupe. Et puis on laisse le parti. Donc on peut faire les deux. Hein, c'est là qu'on peut mettre par exemple du purin de consoude, d'ortie et tout ça. Ça et le céleri rave. Céleri rave, oui. Poireau, céleri rave, ça c'est deux qui ont besoin, normalement, je vais dire un purin végétal ou un purin d'engrais, ou même pas un purin. On peut couper des orties, de la consoude, mettre les feuilles au pied là, pour ils ont besoin d'ortie.
À un moment donné, on préconisait de mettre les feuilles dans le trou. Mais il faut... récemment, les études, les expériences ont montré qu'il ne faut pas mettre. On pensait bien ça, mais rien enterré. Même là, dans le fond du trou, on mettait même des feuilles de rhubarbe, enfin n'importe quoi. Il vaut mieux mettre au-dessus. Donc après... Là, et pas enterré, mais c'est valable pour tout ça. Tout ce qui est repiqué ne doit jamais être entouré profond. Même les pommes de terre, mais aussi les poireaux. Hein, on enterrait les poireaux pour avoir plus de blanc. Mais au plus qu'on les enterre, au moins qu'ils trouvent une terre riche. Hein. La terre riche, elle est au-dessus. Donc au plus on enterre, on ne sait pas avoir des gros poireaux, on est dans les terres pauvres. Ce qu'il faut faire, c'est pas... C'est 2-3 cm et puis buter. Ça, ouais. S'il faut, buter. Mais pas enterrer plus profondément, hein. On est dans les terres pauvres. Alors, ça, hein. c'était avec les engrais chimiques. Hein. Ah ouais, voilà. Là, ça marchait. Ouais, bah ouais. Je fais encore toujours le même système qu'avant, mais je remplis avec du fumier, comme j'ai toujours dit. Et là, j'ai des blancs de poireaux comme ça, et j'ai des poireaux comme ça. Ah ouais, c'est ça, c'est économiqué, il faut énormément de nourriture. Ouais, mais il faut beaucoup de nourriture, il faut une terre riche. Sinon, c'est pas plus de 3 cm pour leur piquer. Ah non, pas plus profond que 3 cm, et même pas. Moi, je les repique comme des oignons, comme de 1 cm, 2 cm. Ah non, pas plus. Et puis buter, ça, ouais, s'il faut, buter un petit peu. Ah non, il ne faut pas plus. Alors les racines du poireau, ils sont dans la terre la plus riche du sol. Ah ouais. Voilà, donc c'est toujours dans les urgences. Les choux paumés et les choux de Bruxelles. Donc les choux paumés. Paumés, ça veut dire les choux cabus. Cabus, ça veut dire tête, les choux tête, les choux cabus. Donc aussi bien rouge, blanc, vert et tout ça. Donc il est plus que temps. Hein. Et les choux de Bruxelles aussi. Hein. Donc c'est toujours dans les... ceux qu'on garde tout l'hiver, sans protection, ce sont les choux de Milan. Les choux paumés de Milan. Ceux-là, les autres pas. Les choux rouges, les choux blancs, il faut tous, l'hiver, pas si on a un hiver doux comme on a eu là, ça résiste que -2, -3, -4, quelquefois jusqu'à -5 degrés. Les choux de Milan, eux, au moins jusqu'à -10. Donc tout ce qui est choux de Milan, paumés. Les pontoises, enfin il y a tout plein. Les choux blancs, c'est les choux blancs les plus... comment je dis ça? Frileux. Hein? Frileux? Ouais, les plus frileux. Hein. Les choux blancs, c'est généralement, c'est là qu'on fait la choucroute. Hein, c'est avec les choux blancs. Mais on peut faire la choucroute avec tous les choux. Mais c'est les choux blancs qui conviennent le mieux, par exemple. Pour faire une bonne choucroute, c'est les choux blancs. Mais qui conviennent très bien à manger en crudité aussi. Et pour avoir une bonne choucroute, c'est 1 kilo de choux, 1 kilo de lard. Hein. Tout le monde connaît, là. Parle pas de ça. Ça, c'est comme dessert. Les frites. Ou comme entrée. Donc, alors, choux de Bruxelles. Alors, n'oubliez pas, donc c'est maintenant, dans les urgences, mais choux de Bruxelles, vraiment, ça ne s'en gèle pas. Vraiment, c'est très intéressant pour couvrir le jardin tout l'hiver. Donc, l'hiver, il y a les choux de Milan, là, et puis peut-être les autres. Parce que si on tire les choux blancs et les choux rouges quand ils commencent à geler, il faut les tirer à ce moment-là et les mettre en tranchée. C'est la même chose qu'avec les poireaux. On les tire, on les met en tranchée, et là, ils vont plus pousser, ils vont rester, ils vont être protégés, ça va aller tout l'hiver. Les choux de Milan, il n'y a pas besoin. Et les choux de Bruxelles non plus. Les choux de Bruxelles, quand on voit le prix maintenant, les choux de Bruxelles, ça devient incroyable. Et donc ça, c'est facile, parce que ça se paye, c'est une des plantes les plus faciles à mettre en interculture, en association avec des autres. Parce que là, ils poussent des laitues dans le bas, ou des carottes, ou n'importe quoi. Entre deux, on peut toujours piquer des choux de Bruxelles qui, eux, ils poussent en haut. Et donc, on les aura, ceux-là, pour la fin de l'automne, pour l'hiver, et pour la sortie de l'hiver. Hein, il y a des variétés adaptées à tout. Et donc, ça c'est bien. Hein, ça ne prend pas beaucoup de place, et je vous assure que c'est bon. Et d'autant meilleur quand ça a gelé. Hein, les choux de Bruxelles, hein, quand ça a eu un paire de petits gels, ça devient savoureux. Plus digeste aussi. Plus digeste aussi quand ils ont... Oui, c'est ça. Ça devient très bon. Donc, s'il n'a pas gelé assez fort, il faut les mettre au freezer. C'est pas une mauvaise idée. Bon. Il y a des questions, non? C'est bien... Ouais. Pour les poros, on doit couper les racines à quelle distance? Non, pas couper les racines. Couper les racines, pourquoi? On faut couper les racines, vous mettre dans le sol, et couper la tête aussi. Non, c'est pas absolument indispensable. Mais si les poireaux, les plants poireaux, ils ont traîné, c'est-à-dire qu'il est devenu
Alors là, on peut le raccourcir un petit peu. Mais c'est pas un bon signe. Il vaut mieux les semer, enfin les repiquer plus jeunes, quand il ne faut rien faire. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. On ne coupe rien du tout, ni la racine, ni la tête. Ah ouais, c'est mieux. Pas laisser traîner comme ça, faire quand ils sont vraiment... Ah ouais, ça c'est... ça c'est déjà très très gros. Je veux dire, la moitié de ça, quand ils se tiennent bien droit, c'est ça que c'est mieux. Parce que la reprise va être très bonne, et les poireaux vont mieux le prendre, vont mieux pousser. Ah ouais, pas laisser traîner. Gilbert, ah ouais. Surtout, on peut couper les racines, mais surtout pas le dessus. Parce que le dessus, c'est là, avec l'odeur, qui va attirer la mouche. Aussi. Ouais. Parce qu'ils s'en sortent d'autant plus fort. Vous coupez les poireaux, ça sort très fort. Vous coupez les pâtes, ça sort presque pas. Mais pas laisser traîner. Le tout, c'est de piquer plus jeune. Il y a, pour beaucoup de légumes, pour les laitues, pour tout plein de... Souvent, les choux, on attend trop longtemps. On replie des plants qui ont beaucoup de difficultés à reprendre parce qu'ils sont déjà trop développés, trop âgés. Ils vont mieux... Ah ouais, des petits plants, ils vont reprendre facilement. Surtout quand on les met sans eau, là, et tout ça. Ah ouais, il faut pas attendre qu'ils soient mieux. Il faut repiquer beaucoup plus jeune. Et c'est là que le marc de café peut intervenir au niveau des odeurs. Donc, quand les poireaux sont repiqués, vous mettez une petite couche, si vous en avez, et vous pouvez renouveler ça de temps en temps, pour l'odeur. L'odeur qui apporte quel avantage? Qui fait que la mouche du poireau ou la teigne du poireau ne va pas la trouver. La plupart des insectes viennent avec l'odeur. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de grands carrés, de grands bazars. Il faut toujours faire une ligne, mélanger les trucs. C'est l'odeur qui attire. Hein. Si vous faites un grand surface d'une même chose, c'est sûr qu'ils vont tous venir. Hein. L'odeur, tandis qu'on mélange les odeurs, les dégâts ils seront très limités. Quand il y a des dégâts, ils sont très limités. Pour les choux de Bruxelles, quand ils sont attaqués par des petits vers blanc-vert de quelques millimètres, et ils mangent tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui vont dans le sol. On trouve de la dentelle en fait. Bah oui, on trouve de la dentelle, ils sont mangés. Aussi bien les feuilles que les petits choux. Ah, c'est autre chose. Oui, je pense que c'est... Souvent, ça arrive qu'ils mangent les racines. Ça, c'est autre chose. Là, on peut éventuellement, ils disent, mettre un petit feutre ou un petit carton au pied pour que l'insecte ne sait pas répondre au pied. C'est le ver fil de fer qu'on appelle. Ouais, je sais pas. Mais en fait, c'est sûrement un insecte propre propre à votre jardin, vous, là, qui vous a colonisé. C'est sûrement une chenille. Il y a des chances que c'est une chenille. Il faut planter un brevet, hein, si vous avez un nouvel insecte. Hein. Ouais. C'est vrai, mais qu'il y en a. Quand on voit qu'il y a déjà, dans la région de Moucron, on vient d'avoir le truc sur les papillons, là, qu'il y a déjà 2000 teignes, 2000 papillons de nuit différents, rien que dans la région aussi. Ça vous dit le nombre de... pour connaître tout ça, et chacun a sa chenille ou bien son... c'est des teignes, donc c'est une chenille, hein, c'est des papillons, c'est pas... Puis tous les mouches... Est-ce qu'on peut les doucher pour enlever les petits vers ouais. Ben ça c'est une bonne idée, ouais. La première chose à faire quand on est quelque part avec les pucerons et qu'on ne veut pas tout de suite, hein, parce qu'il faut d'abord voir que les coccinelles vont arriver, les machins pour... Hein. Mais si ça ne passe pas, et tout à coup que c'est envahi, par exemple, pendant le cas comment je dis ça des fèves, par exemple, hein. Vous avez les pucerons noirs, et puis tout à coup, il y a toujours un décalage entre l'apparition des pucerons noirs et puis les coccinelles qui viennent. Mais si vous trouvez tout à coup que c'est envahi, que ça commence à faire du dégât, et qu'il n'y a pas, le mieux, c'est un arrosage abondant, ou bien avec le tuyau d'arrosage, la pression, nettoyer à l'eau, rien qu'à l'eau. Hein. Pour beaucoup, ça suffit. Pour les arbres fruitiers, tout ça aussi, les aleuraux, une petite mouche blanche et tout ça qui est sur les choux, tout ça. Encore un autre qui est un peu plus, comment ça s'appelle là? Qui est blanc là, j'oublie toujours le nom, ce bazar. Hein? L'altis? Non, pas une altis. Ouais, l'altis surtout aussi. L'altis, c'est une espèce qui saute comme ça, qui va sur... quand c'est humide, quand le sol est humide, il ne sait pas inventer, il ne fait pas... Pour les radis, par exemple, c'est ça. Pour ça, arroser à grandes eaux, les radis, quand vous avez l'altis, quand vous avez des trous dans les radis, tout ça, arroser à grandes eaux, alors c'est tout. C'est fini. Vraiment pour nettoyer comme ça avec de l'eau. D'abord ça, ouais. Ou avec de la mousse, ça, mettez
Moi, je n'ai pas essayé, ça, mais c'était très joli, votre jardin, alors, avec du savon de Panama. Du savon de Panama. Oh, faut des mousses, des mousses. Mais alors, on ne voit plus, alors, on voit plus les prédateurs. Hein, donc, c'est comme s'ils n'existaient plus. Hein, donc, on ne voit plus ces mousses, Non, mais ça ressemble pas. C'est le bois de Panama au savon de Marseille, un petit peu. Hein, un bois naturel. Alors, toujours dans les urgences, les oignons de garde. Oui, on appelle ça des oignons de garde. C'est des oignons, donc c'est pas les bulbes, c'est par semis. Et donc dans le catalogue, il faut regarder, donc des oignons de garde. On appelle ça des oignons de garde, parce qu'on les sème plus tardivement que les oignons nés, qu'on met tout ça, et ils se gardent, justement, jusque maintenant, sans problème. Hein. Ils restent durs, et même encore jusqu'au mois de juin, juillet. Donc on les semons maintenant, donc ça vient... Il y en a maintenant qu'on a amélioré, mais quelquefois jusqu'au demi-kilo. Mais ça, c'est plutôt rare, de ces oignons de garde qu'on a. Mais ça donne bien. Des oignons, il faut regarder dans le catalogue. Oignons de garde, on a appelé ça oignons de garde. Ça, il y a encore temps, c'est dans les urgences, mais on peut encore le semer maintenant. Et la cébette. Donc, cébette qui est un oignon japonais, un oignon mais qui pousse comme un poireau. Non, ça, c'est maintenant. Et ça, l'avantage de la cébette, l'oignon poireau, c'est que c'est vivace. Donc, celui-là, on peut couper, il revient tout le temps, d'année en année, il est là, il vient, et donc on utilise là. On peut utiliser toute la plante, mais c'est assez bête. Si on la coupe, elle va remonter. Oui. Et les oignons de garde, on sème maintenant et on récolte quand? C'est bête. Et on récolte quand les oignons? Quand ils tombent tout seuls, fin août, septembre. Ah oui, c'est pas très long, là. Ah non, ça va assez vite, hein, fin août, septembre. Quand il fait trop chaud, ça meurt. Oui, quand les températures fortes... C'est pour ça aussi qu'on n'en a pas des si gros. Oui. Donc les oignons de garde. Et la cébette, donc oignon poireau. Faut demander, hein, faut m'interrompre, hein, si c'est pas clair, si c'est pas... Pour la cébette, on utilise que le haut, alors? Pardon? Pour la cébette, on utilise que le haut, alors? Que le feuillage. Oui. C'est un oignon qui pousse à la façon d'un poireau. Donc il ne fait jamais une grosse tête dans le bas. Ça ne fait jamais un vrai bulbe. Le bas, il aussi bien un petit peu, mais jamais comme un autre. Mais c'est assez doux. Hein, c'est un oignon, c'est pas piquant, c'est assez doux, c'est très agréable. Et on a cette verdure-là toute l'année, sans arrêt, vivace, ça ne gèle pas ni rien. C'est le moment aussi pour les échalotes oignons. Enfin, le moment, c'est l'urgence, ça pouvait déjà être fait. Les échalotes oignons, c'est le 68-090. Ce n'est pas une véritable échalote, on appelle ça échalote oignon, mais ce n'est pas une vraie échalote. C'est un oignon qui a la forme d'une échalote, mais qu'on a réussi à faire par graines. La vraie échalote ne se reproduit pas par graines. Les graines ne sont pas fertiles. Ça donne des graines, hein, donc toutes les plantes donnent des fleurs, des graines, mais les graines ne sont pas fertiles, par ici. En tout cas, dans nos régions, ils n'arrivent pas à être fertiles. Et donc là, on a fait... ça vaut la peine aussi, cette échalote oignon. Donc c'est un oignon costaud. C'est un peu comme les oignons de garde, c'est proche de ça. Ouais. Alors, les salsifis, les scorsonnaires, toujours dans les urgences. Hein. Salsifis, scorsonnaires. Alors, quelle différence il y a? Alors, ça vaut la peine de mettre des salsifis, pas pour la racine, parce que c'est une plante annuelle ou bien bisannuelle, là, donc le salsifis, qui fait une racine fourchue, hein, qui nous ressemble à notre civilisation. Les Indiens disaient qu'on avait la langue fourchue, hein, donc, avec raison d'ailleurs. Hein, donc ça fait... Mais c'est une très bonne salade. Donc, le dessus, c'est très agréable, surtout aux sorties de l'hiver. Ça donne une très très bonne salade aux sorties de l'hiver, les salsifis. Voilà. Et alors, celui qui veut les racines, alors, ça c'est la scorsonnaire, un scorsonnaire d'Espagne. Ça c'est une grosse racine noire, une longue racine noire. Ça c'est vivace. Ça veut dire que si on la sème maintenant, si on trouve qu'elle n'est pas assez grosse en hiver, on la laisse et elle va repousser pendant un an. Et la racine, on peut la laisser pousser pendant 3-4 ans. Comme ça, et avoir des très grosses racines. Et la racine reste, sauf au moment de la montaison, mais la racine reste, même après 3-4 ans, même si elle vient très grosse, elle reste toujours très tendre.
Donc, sauf si on la prend au moment de la montaison. Donc, celui qui veut des racines, c'est la scorsonnière qui doit mettre, pas le salsifis. Hein. Salsifis, on mange aussi les racines. Hein. Ça s'appelle l'huître végétale. Hein, ça a un petit goût d'huître. Mais la verdure aussi, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est un petit goût spécial, un petit goût d'huître, c'est pas mauvais. Mais celui qui veut, au niveau du rendement, au niveau de tout, pour les racines, c'est la scorsonnière qui est très... Là, c'est très, très efficace. Hein, très bon. Donc, à semer, je dis maintenant, le plus tôt possible. On peut alors la semer de nouveau en juillet-août. La scorsonnière, par exemple, semer en juillet-août. Mais il faudra attendre alors 1 an et demi pour la récolter. Tandis que maintenant, si on a une terre qui convient à ça, c'est toujours ça. Hein. Il y a des terres à scorsonnière, des terres pas. Il y a des terres qu'il faut minimum 1 an et demi, 2 ans. Et il y a des terres sur 1 an, la racine est suffisamment grosse. Ça on ne sait pas dire à l'avance. Il faut essayer. Voilà. Elle se plaît dans une terre, dans quel type de terre, la scorsonnière? En bio, tout se plaît dans il n'y a pas de problème avec ça. Un type de terre, il ne faut pas s'arrêter. Il faut essayer. Il y a toujours des variétés qui conviennent à son jardin, à sa terre. Le tout, c'est de trouver la bonne variété, le bon truc qui convient. Oui, pas s'arrêter. Ça, c'est les discours des théoriciens qui disent qu'il faut telle terre pour tel bazar. Mais si on les écoutait, il n'y aurait pas beaucoup d'enfants dans notre jardin. Hein. C'est ça. Donc, dans un jardin, je veux dire, d'amateur, un jardin, il y a des centaines de légumes avec des exigences tout à fait différentes qui doivent pousser sur le même truc. Et donc, on arrive quand même à faire pousser en choisissant les variétés qui conviennent selon... Mais ça, c'est l'expérimentation, c'est en le faisant qu'on va voir. Et aussi, dans tel coin du jardin, ça va bien pousser, là, ça va, et voilà, quand on a trouvé. Mais les fermiers aussi, c'était comme ça. Hein. Ils savaient bien que dans leur champ, tel champ, là, ça convenait mieux pour les patates, l'autre pour les... Si, quand ils connaissaient bien, ils savaient bien... Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il faut faire que... avoir une... Mais je pense que moi, que dans une terre en bio très vivante, tout, normalement, on peut avoir tout. Je me fais peut-être des illusions, mais enfin, jusqu'à maintenant, je n'ai pas été déçu, et même au contraire. Cette année, mes cacahuètes, ces cacahuètes, mon riz est magnifique, mes cacahuètes, mais tous des trucs que j'essaie toujours. Cette année, j'espère avoir des bananiers avec des bananes. Ah ouais, j'ai trouvé des bananiers, je vous dis l'année prochaine si j'ai réussi, un bananier de l'Himalaya qui donne par ici, qui résiste que -20 et qui donne des bananes par ici. Bon, j'ai payé très cher les semences, j'espère que je n'ai pas été arnaqué, ça se peut, mais enfin, ça vaut le coup, hein. Même si j'ai été arnaqué, ça vaut le coup d'essayer, on verra bien. Mais je trouve que tout existe. Il faut essayer, tout il s'adapte, on trouve tout, et puis c'est formidable. Hein. On m'a aussi dit, quand j'ai mis le kiwi, que j'étais ma boule, que les kiwis, ça venait de Nouvelle-Zélande, c'était tropical. Ouais, mon nom est tropical. De la Chine du Nord, tropical. J'ai jamais eu autant de fric avec des kiwis, par ici, c'est vrai. Et tous ceux qui l'ont mis, c'est... on fait croire... Il y a des tas de choses. Et il y a des tas de gens qui écrivent des livres, qui donnent des cours de jardinage et qui n'ont jamais vu un jardin de vie, je pense. Parce que sinon, ils n'écrivent pas. C'est pas possible autrement, hein, tellement ils écrivent des conneries et puis ils l'ont jamais fait. Hein. Donc, il faut aller au-delà, il faut essayer. Et souvent, moi je suis surpris. Les kakis, j'ai mis des plaques miniers. Ils produisent, mais de façon incroyable par ici. À première vue, si, il faut essayer. Bon, quelquefois, ça ne marche pas. Il y a même un citronnier. Mais les autres, pas, j'ai pas encore réussi. Là, ça a été ma plus grande défaite dessus que maintenant. C'est avec les autres agrumes. Ça, je les ai perdus les uns après les autres. Je veux dire, il y a juste un des citronniers qui est là, qui est en fleurs maintenant, que j'ai. Hein, donc celui-là, au moins, ça vaut la peine. On a des citrons. Il faut être très courageux pour les manger, mais ils sont là, quand même, c'est des citrons. Hein. Ouais, c'est un jus. Quand on mange ça, là, on voit la vitamine qui coule comme ça. Quelque chose de... il faut mais les autres, je n'ai pas collé ici. Mais il y a sûrement des régions, des contrées, où il y a des agrumes qui doivent résister à des périodes comme l'Himalaya ou comme certains endroits, même dans les pays qu'on dit tropicaux. Mais les pays tropicaux, ils ont des montagnes. Ils gèlent la nuit, ils font le machin. Voilà, donc il faut essayer. Il faut toujours... Et même, pendant qu'on fait ça, on court par les rues, hein. C'est jamais perdu, hein. On s'occupe de ça, l'espoir fait on court par les rues, hein. Alors, toujours dans les urgences, les tournesols, donc directement en pleine terre maintenant, hein.
Donc plus en pot, les tournesols directement en pleine terre maintenant. Voilà. Donc les tournesols, ça peut encore marcher, ça peut encore aller directement en pleine terre. Le maïs aussi. Donc plus en godet à l'avance, mais directement en pleine terre à partir de maintenant, le maïs. Tournesol, maïs. Tous les deux, je veux dire, pas trop superficiellement. Je veux dire, à 3 cm. Et puis après, il faut les buter. Une fois qu'ils lèvent, surtout le maïs et le tournesol. Ils font des racines après très haut. Donc au plus qu'on bute, au plus ils vont faire des racines et au plus ils vont tenir droit. Hein, il y a des tournesols. Le record, c'est à Ostende, dans la mer, l'année passée, 6 mètres 50. 6 mètres 50 un tournesol. Hein, donc, moi j'ai déjà eu 3-4 mètres là, mais le record de chez Poudier qui a des tournesols, hein, 6 mètres 50. Gilbert, ouais. Gilbert, il faut emmener les pompiers pour aller chercher les gars. Tournesol. Donc le maïs aussi. Mais maïs, l'année passée, il faisait 4 mètres, hein, 4 mètres 50. Hein. Donc le maïs des Indiens, là, donc c'est pas le maïs potager. Il y a 2 grandes sortes de maïs. Le maïs pour faire les farines, pour faire la polenta, pour faire le machin, le maïs des Indiens, le maïs italien, le maïs. Donc, ça c'est. Et c'est là-dedans que se situe le maïs des Indiens. Donc il y en a 2 mètres, 3 mètres, et le maïs pour les poules et tout ça, qu'on dit pour les poules et tout. Hein. Et donc là-dedans, il y a au Mexique, donc il y a des variétés qui font 3-4 mètres, 5 mètres de haut. Ça c'est celui idéal pour mettre et pour mettre des haricots autour, hein, ou même des courges, hein, pour faire monter. Hein, ouais. Et alors il y a celui qui est, il faut avouer, qui est beaucoup meilleur, je veux dire au goût, qu'on peut manger comme des petits pois, même sans les cuire, crus comme ça, quand ils sont mûrs, c'est le maïs doux et sucré. Donc maïs doux et sucré. Donc le catalogue est bien indiqué. Celui-là, il fait entre 1,50 m et 2,50 m. Mais il faut aller voir au moment qu'on peut presser le sucre, là, que le jus, il vient. Non, c'est délicieux. Nous, on n'avait jamais le temps de faire cuire, de faire rien. Mes enfants, en fur et à mesure qu'ils étaient... y allait, ça. C'est vraiment bon. Hein. C'est sucré, c'est bon, on mange ça comme ça. Voilà. Donc le maïs, c'est quelque chose à découvrir, qu'on fait pas assez par ici, assez simple, assez facile. Mais ça commence. De plus en plus, maintenant, on vend du maïs pour faire les barbecues et tout ça. De plus en plus, ça rentre dans les mœurs, le maïs. Voilà. Alors, les arachides et les cacahuètes. Voilà, on en revient, je parle. Parce que, voilà. Mais ça doit démarrer toujours, encore maintenant. Donc, c'est dans les urgences. Mais ça doit démarrer à l'intérieur, entre 20 et 25 degrés. Donc, en godet, 20 et 25 degrés. Donc, et même, il y a certaines maisons commerciales qui vendent comme les arachides, comme ornement, hein, comme plante d'intérieur, comme plante d'ornement. Mais ça fait des cacahuètes. Donc à l'intérieur, en godet maintenant, puis repiqué dans une serre froide, et vous avez des cacahuètes dessus. Maintenant, dehors, j'ai essayé l'année passée, et je les avais mis dehors tellement ils étaient beaux, ça a poussé, mais j'ai oublié d'aller les enlever. Donc je ne sais pas s'ils ont fait des cacahuètes en dessous, j'ai oublié d'aller le tirer. Mais ce que j'avais fait avant, c'était dans les serres froides, ça, oui, ça. Et c'est une belle, très jolie plante. Et puis ça vaut la peine, même si on n'a pas de cacahuètes, je veux dire, parce que, je vais dire pourquoi ça vaut la peine d'observer, c'est une des plantes les plus curieuses au monde. Donc, vous mettez les graines intérieures, en godet, et puis donc la plante, elle vient, c'est très joli, donc elle est dans la serre, là, si vous voulez la voir. J'ai mis tout un bac, hein. Donc elle vient, et puis alors il vient des fleurs, un peu insignifiantes, mais des fleurs, au bout d'une tige comme ça, il vient fleur. Et quand la fleur est pollinisée à l'extérieur, donc à l'extérieur elle est pollinisée, quand elle est pollinisée, la tige qui porte la fleur, elle se rallonge, elle rentre dans la terre, et les cacahuètes se trouvent dans la terre. Donc rien que pour ça, ça vaut la peine d'observer. Ah ouais, c'est quand même un comportement assez incroyable. Donc elle est pollinisée à l'extérieur, et puis quand elle est pollinisée, elle rentre dans le sol, la racine rentre dans le sol, elle a les cacahuètes dans le sol. La plante par elle-même, vers quelle hauteur? Comme un haricot nain. Ah ouais. Une quarantaine de centimètres. Ouais, c'est pas... 40-50 centimètres. Ouais, on ne peut pas le mettre au pied des tomates. Hein, on peut pas le mettre. Donc elle a besoin d'avoir chaud, quoi. Hein, chaud, on peut pas le mettre au pied des tomates, non? Faut essayer. Moi, je dis jamais non à rien, il faut toujours tout essayer. Elle pompe. Mais elle a besoin. La tomate et la cacahuète, ça pompe. Elle a besoin de beaucoup de lumière. Hein. Donc c'est une plante vraiment tropicale, elle doit avoir de la lumière. Il ne faut pas qu'elle ait trop à l'ombre. Si les tomates lui font trop d'ombre, je pense que ça ne va pas marcher. Hein. Mais je pense, mais il faut tout essayer. Il faut jamais... Voilà. Et alors,
Donc arachide, cacahuètes, c'est ça. Et alors le riz, donc le riz aussi ça marche. Donc j'ai semé du riz et comme ça. Donc jusqu'à maintenant j'ai mis dans la serre froide, mais il y a du riz. C'est la plante où il y a le plus de variétés au monde. Hein. Entre 200 000 et 250 000 variétés de riz au monde. Donc on pense toujours riz et on voit le riz dans l'eau. Mais non, il y a du riz. Oui, du riz de montagne, du riz même dans les pays secs. Il y a du riz adapté à tous les climats, à tous les terres, à tout. Il y en a. C'est celui qui est dans l'eau, qui est le piqué, qui produit le plus. Mais il y a tous les autres, il y a tout plein de riz. Donc il faut trouver le riz. Dans le catalogue, il y a celui qui donne jusque maintenant le mieux à moi, c'est le riz d'Italie. Donc une partie de l'Italie, ils font du riz long. Mais maintenant, la semaine passée, j'ai su le riz Black Madras d'Inde. Un riz, encore une fois, que les firmes commerciales, ils vendent comme riz pour la décoration. Hein, ça fait comme ça un beau bazar pour la décoration, mais ça fait du riz, quoi. Mais encore une fois, il faut un minimum de chaleur. Hein, c'est ça, il faut mettre à l'intérieur. Bon, mais ça pousse par ici, il faut les... Ouais. Alors les pavots, les pavots et les coquelicots. Donc à semer maintenant. Les pavots et coquelicots sont tous comestibles. Tous les pavots, tous les coquelicots sont comestibles. Et pas seulement comestibles, ils sont même recommandés, très recommandés aux personnes qui n'arrivent pas à trouver le sommeil. Le sucre des pavots, ce que contient le pavot, est le même que le sucre qu'il y a dans les laitues. C'est aussi pour... il faudrait manger beaucoup de... Les gens disent c'est une verdure, je ne vais pas manger le soir parce que ça ne va pas me faire dormir. C'est pas vrai. Les laitues, il faudrait manger beaucoup de laitue le soir parce qu'il y a un sucre, dans les laitues, il y a un sucre qui endort, qui est un machin naturel. Un somnifère. Ou un soporifique. Un soporifique, un truc tout à fait naturel. Le même que le pavot. Je ne parle pas ici des pavots avec lesquels on fait l'opium. C'est des pavots sélectionnés qui ont beaucoup de machin. Mais les pavots ordinaires. Et il y en a beaucoup dans le catalogue. Les Anglais sont... J'ai fait venir parce que ça vaut la peine. Rien que pour la décoration, le machin, c'est magnifique. Mais on peut manger les feuilles, et puis les fleurs, et tout dans les salades, dans les bazars. Et ça se ressème après facilement. Une fois qu'on en a, ça repousse dans le jardin. C'est joli. Ça ne dure pas longtemps. Hein. La fleur, un jour ou deux. Mais les feuilles sont comestibles. Hein. Surtout, c'est la fleur, bien sûr, les pétales qui sont les meilleurs et tout ça. Mais, donc voilà, à trouver donc, les pavots et les coquelicots. Donc c'est quelque chose de doux et qui apaise. Hein, donc, je veux dire, ça n'endort pas tout à fait, ça apaise. Donc c'est un somnifère naturel, donc apaisant. Oui. Est-ce que les coquelicots sauvages qu'on rencontre sur les sentiers... Ah oui, tous les pavots sauvages, les coquelicots sauvages, oui. Tout est formidable, comestible. Non, cru, hein. Pas cuit. Enfin, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé cuit encore, mais cru, hein, dans les salades. C'est ouvrir un peu la fenêtre. Ouais. Ou la porte, parce qu'on manque d'air un petit peu, Gilbert. Ouais, bah là on sait. De l'autre côté, ouais, comme ça. Voilà. Mais on peut. Ouais, on brille là-bas, voilà. Bon, alors, pavot et coquelicot. Alors, c'est toujours dans les urgences, d'ailleurs. Hein. Alors, dernière urgence, les melons et les pastèques. Mais melons et pastèques doivent démarrer aussi à l'intérieur entre 20 et 25 degrés, donc godés. Mais il y a encore moyen de les mettre, mais ils doivent démarrer... Après, ils peuvent aller même dehors. Hein. Même dehors. Hein. Alors, j'ai fini avec les urgences. Alors maintenant... alors je dis pour les semis de fin mai, début juin. Je dis maintenant pour ne pas l'oublier parce que c'est très important. Donc les semis, mais pas avant fin mai, début juin. Pas avant fin mai. Donc, hein. Les choux brocolis d'hiver. Donc je ne vais pas entrer dans le détail, j'expliquerai le mois prochain encore un peu plus. Donc c'est pour avoir des choux-fleurs aux sorties de l'hiver. Des magnifiques choux-fleurs, ça ne gèle pas ni rien. Sauf s'il fait plus que moins 15. Mais sinon, mais il faut absolument les semer fin mai, début juin. Si on les sème après, ça ne va pas. Alors, les carottes de provision. Donc on peut continuer à semer les carottes maintenant, tout le temps, les demi-longues, les longues et tout ça. Mais pour en avoir pour l'hiver et après l'hiver, c'est pas à semer avant fin mai, juin. Sinon, ils viennent trop gros, ils éclatent et on ne sait pas bien les conserver. Alors, les chicorées Wittloff. Maintenant, c'est trop tôt aussi. Le sol est encore trop frais. Donc, pas avant fin mai, début juin. Donc,
Tout le monde sait bien ce que c'est que les chicorées Wittloff, hein, les chicons Wittloff, les chicons, les endives qu'on dit en France, les endives, hein, voilà. Et alors les radis d'hiver aussi, donc fin mai, début juin. Donc je dis déjà maintenant, je vais rappeler le mois prochain, mais c'est pour déjà, voilà. Alors, les semis du mois, donc on est semis du mois, donc c'est ceux qu'on peut semer, voilà, tout le mois, encore les mêmes encore après. Les radis. Donc les radis actifs et d'été et les radis de toute saison. Parce que souvent on sème les radis actifs et tout ça. D'ailleurs, ça va bientôt, dans les jours que j'ai vu que ça va bientôt, les miens ils vont bientôt être là, hein, les bouboules ils vont bientôt être là. Mais on peut continuer à avoir des radis toute l'année. Hein. C'est un bon légume, un bon machin. Et il y a des radis adaptés à toutes les saisons. Donc les radis d'hiver, c'est seulement, hein, encore dans un mois seulement, hein, pour avoir pendant tout l'hiver, hein, ça reste entier, ça ne gèle pas ni rien. Hein. Mais maintenant, encore tous les radis actifs, les radis d'été et les radis de toute saison. Oh, il y en a des magnifiques et de toutes les couleurs. Il y en a des bons, des gros. Alors, je ne suis pas encore arrivé là, mais les Japonais ont un radis d'hiver, 40 kilos. Hein. Ouais, imaginez qu'on montrait par ici, vous dites, il est marqué quand vous l'avez au restaurant, un petit radis d'hiver, là, vous dites, bon, que je vais foutre avec un petit radis, là, vous avez un petit radis d'hiver. Jusque 40. Ils ont développé tous les radis de façon formidable. De toutes les couleurs, de toutes les formes, de tous les bazars. Il y en a qui vont jusqu'à 1 mètre de profondeur. J'en ai déjà eu vraiment des gros. Et c'est bon, hein, c'est vraiment. C'est là qu'il y a eu. Il y en a des plus doux, il y en a des. Hein. Voilà. Continuons les radis, même en plein été, il y a moyen. Là, mais il faut toujours choisir un terrain frais. Donc ça peut être à mi-ombre ou bien au soleil, mais il faut toujours que là où on met les radis, le terrain doit toujours rester humide. Hein, il faut toujours un terrain frais. Sinon, ça rend les radis immangeables, trop piquants, et puis ils ne poussent pas bien. Ils filent, ils ne font pas bien. Donc toujours... alors, on est en plein pour les haricots, bien sûr. On pouvait déjà avoir des haricots, j'ai déjà repiqué des haricots, moi, dans le Marcel et tout, il y a déjà des haricots qui poussent. Mais maintenant, là, en pleine terre, là, on peut y aller. Hein. On peut continuer, bien sûr, en godet si on veut, mais directement, là, en pleine terre, on peut y aller avec les haricots. Ah, donc, je vais dire 3 cm, pas trop profond. Alors, le mieux tout, c'est les semer, d'après les expériences qu'ils ont fait tous les matins, c'est pas les semer, en ligne, c'est-à-dire, par exemple, un haricot tous les 5 cm, hein, c'est des poquets. Donc un poquet, ça veut dire un petit trou avec 4-5 haricots tous les 30 cm. Parce que, comme toutes les légumineuses, ils ont besoin de beaucoup d'air autour pour bien pousser. Donc c'est mieux qu'avoir une ligne droite, parce qu'une ligne droite, il n'y a que de l'air d'un côté, ça ne tourbillonne pas. Donc tous les légumineuses aiment bien d'avoir le tourbillon autour d'eux. Le maximum d'air pour bien se porter, pour faire le propre engrais. Donc voilà. Mais on peut une fois... Vous pouvez faire les deux pour voir la différence et tout. Mais je trouve même que c'est beaucoup plus facile, même par poquet. Hein. À tous les 40 mètres, vous faites un trou, vous mettez 4-5 graines comme ça, et voilà. Et ça se tient mieux aussi. Je trouve que ça se tient mieux ensemble. Hein, que si vous faites comme ça, ça verse. Hein, plus tendance à verser. Tandis qu'en poquet, ils gardent l'un l'autre. Mais enfin. Ils ne vont pas s'embêter l'un l'autre quand ils vont pousser. Pas s'embêter. Non, au contraire, ils vont s'aider. Non, il y a des choses qui peuvent s'embêter, mais pas les haricots. Jouer aux cartes, c'est ouais. Et c'est tous les 50, c'est ça? Non, moi, je fais des haricots, je fais un rang, ouais. Ou poubelle, mais je ne mets pas grave, je mets un filet. Et là, ça plus impeccable. Pour les haricots nains? Non, les haricots... Ah non, ouais. Moi, je parlais des haricots nains ici. Hein. Ah ouais, les haricots à rames, on peut mettre un filet, on peut faire autour des rames, mettre... Non, moi, je parlais des haricots nains ici. Ouais. Donc là, pour les haricots à rames, je fais un rond poubelle. Donc, c'est le moment de tous les haricots. Hein. Les haricots à rames, haricots nains et tout, donc c'est tout le moment. Enfin, plein moment, encore pendant 2 mois. Hein. On est quoi? On est... Début mai. Mai, juin. Oh non, encore 3 mois. Ouais, 3 mois encore. Hein. Donc, hein? Pour les planter. Pour planter des haricots pendant 3 mois, hein, on peut encore planter pendant 3 mois. Ouais, il faut en mettre, je veux dire, un petit peu tous les 15 jours, comme ça, pour avoir toujours des frais. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut toujours cueillir. Pas attendre. Au plus qu'on cueille, au plus qu'on a des haricots. Si on arrête de cueillir, la plante arrête de faire des fleurs. Donc, au plus on cueille, donc au plus on cueille, parce que si on attend trop longtemps, c'est même que pour les courges, les potirons, hein, comment non, j'ai dit une connerie là. Non, c'est juste.
Pour les courgettes, oui, c'est juste. Pour les courgettes, au plus continue les courgettes, donc il ne faut pas attendre trop longtemps parce que si on attend trop, les courgettes grossissent et la plante ne fait plus de fleurs. Donc au plus qu'on tire, au plus que la plante fait des fleurs. Oui, c'est ça. Ouais. Donc les haricots, c'est la même chose. Hein. Donc les haricots nains, donc il ne faut pas attendre qu'ils soient trop longtemps. Mais ça, c'est des goûts. Il y en a qui tirent qui sont trop jeunes, qui n'ont même pas de temps de vivre. Moi, j'aime bien qu'un haricot, il vit quand même un certain temps. Donc je trouve que trop bébé, c'est pas bon. Mais il ne faut pas le traîner parce que sinon, on ne fait plus de fleurs. Donc au plus qu'on tire, au plus que ça fait des fleurs. Donc on a intérêt à cueillir souvent. Alors, les courges, donc on peut, en plein de terre maintenant, hein, commencer, hein, les courges, les courgettes, les potimarrons. Donc c'est tout. Donc la famille des courges, c'est tout là-dedans. Hein, les potirons, les citrouilles, voilà, il faut regarder, il y a tous des rubriques là, les petits, les gros, les sucrés, et voilà, tout le monde. Hein. Donc même maintenant, à partir de maintenant, même en plein terre, on peut mettre. On peut continuer, bien sûr, si on veut, en godet, mais on peut, en plein terre, on peut mettre directement. Les concombres, les cornichons, la même chose. On peut mettre à l'intérieur, mais on peut aussi commencer dehors, concombres, cornichons, en mettre. Les navets, c'est pas l'ultime machin, hein. C'est quelque chose qu'il faut mettre régulièrement, pas beaucoup hein, pour en avoir tout le temps. C'est un revitalisant formidable, hein, le navet. Contrairement à ce qu'on raconte, hein, pour se retaper, pour se mettre en forme, c'est avec du navet. Hein. Manger du navet cru, ça retape, hein, c'est formidable. Les betteraves, mais encore, c'est pas... Hein, encore, il faut qu'on attendre, dire 1 mois, 2 mois, mais on peut commencer là. Le panais, là... le panais, là, c'est un bon moment. Bon, enfin, on peut mettre du panais quasiment toute l'année. Alors, il faut compter combien... Le panais ne gèle absolument pas. Donc ça, c'est à mettre beaucoup, je vais dire encore dans 1 mois, 2 mois. Hein, par exemple, fin mai, début juin, on met beaucoup pour en avoir pendant l'hiver, en sortie de l'hiver. Ça gèle absolument pas. Donc on a... Le panais, pour ceux qui ne connaissent pas, à un moment donné, on a dit que c'était l'ancêtre de la carotte, mais ce n'est pas l'ancêtre de la carotte. C'est une famille à part, mais ça ressemble plus à une carotte blanche, farineuse et sucrée. Et il y en a, c'est la première année que j'en trouve, je pense qu'il y en a déjà là, j'en ai mis, on avait complètement perdu des panais ronds hâtifs. Donc les plus hâtifs ronds. On avait perdu les machins, je ne sais plus où je les ai trouvés, mais il doit en avoir quelques paquets. Sinon, il y en a des demi-longs, 2 longs, ça veut dire une trentaine de centimètres, mais on a aussi surtout des longs, les Anglais ont fait des longs qui font 60 cm, mais minimum 40 cm, des grosses racines. Et c'est c'est comme une carotte, mais les gens qui aiment bien le farineux et le sucré. Voilà. Mais ça vaut la peine. Hein, par exemple, là où ça va mieux, je trouve, c'est dans les potages, hein, dans les soupes. Hein, enfin, tous les goûts. Alors, voilà, les panais, les poirées et les bêtes. Là c'est maintenant, hein, pas trop tarder encore avec ça. Hein. Donc des poireaux, les bêtes, hein, chacun sait ce que c'est. Là, avec un peu de chance, quand l'hiver n'est pas trop dur, ça se maintient comme vivace ou comme bisannuel. Hein, mais ça dépend des machins. Il y en a des décoratifs de façon incroyable. Il y en a de toutes les couleurs. Mais au plus ils sont colorés, au moins ils sont bons. Ah bon? Au niveau du goût. Ah ouais. C'est ceux qui sont blancs ou verts qui ont vraiment... Il y en a des roses, il y en a des rouges, il y en a... Mais le goût, alors, en cuisine, pour les manger, c'est moins bon. Mais c'est une plante magnifique. Hein. Rouge, là, un rouge éclatant, ou un jaune, ou un doré. Enfin, il y a toutes les couleurs, vraiment, ça vaut la peine. Donc, même les gens qui ont des jardins d'ornement devraient avoir des poirées. C'est une des plus belles plantes au niveau des couleurs. Hein. C'est une belle grosse plante comme ça. Ouais. Alors, quand tu dis semis du mois en pleine terre, par exemple pour les poirées, alors on met, on démarie après, comment on fait? Ah ben ouais, ça dépend. L'intervalle entre les semences dépend de la grandeur de la plante. Ouais. Par exemple, les poirées, ça vient déjà une belle grande plante. Donc, tu peux mettre une graine tous les 10 cm, et après tu gardes la plante pour au moins 40 cm. Tu gardes après la plus belle plante. Voilà, comme ça. C'est selon la... Ça se repique. Quand on démarie, on repique. Ouais, mais met du temps. Ouais, mais c'est mieux pas repiquer, ouais. Ouais, mais ça se repique. Mais ouais. C'est plus facile en godet, hein. Après, on peut distancer. Ouais. Parce qu'on n'a pas toujours tous les 40 cm un bon pied. Alors, je suis bientôt au bout, c'est bien. Les graines de betterave, une seule graine, elle donne déjà plusieurs plants. Ouais. Est-ce que c'est la même chose pour les... Ah, les poirées, ouais. Ah, ouais.
Ce qu'on a, c'est qu'on appelle une glomérule. Et la glomérule, là, le bidule, il contient 3, 4, 5 graines à l'intérieur. Maintenant, pour les professionnels, ils font des semences avec une graine. Hein, ils font sélectionner. Mais il faut éviter tout ça. Ça coûte très cher et tout. Et donc, ouais, dans chaque truc, il y a 4, 5. Donc, quand on met une graine, tout à coup, on voit 4, 5 petits. Obligatoirement, il faut démarier. Il faut laisser le plus beau plan. Et si vous semez en godet, repiquez avec la terre. Hein. Du godet, il ne faut pas repiquer comme ça. Alors, les laitues, bien sûr. Hein. Alors, à partir de maintenant, choisir un endroit humide et à mi-ombre. Humide et mi-ombre, hein, pour avoir des laitues. Et faites des semis de laitues, je dis régulièrement, tous les semaines ou tous les 15 jours. Hein, tout ça. Et choisissez bien plusieurs variétés. Hein. Je veux dire, moi j'ai fait catégorie, je mets 4, 5 et même une dizaine de variétés. Pour 10 paquets, je les mets ensemble. Par exemple, 10 Batavia, je mets ensemble. Bon, ça vaut pour toute l'année, même quelquefois pour 2 ans. Et je sème tout ça. Je suis sûr d'avoir qu'il y en a une que ça va convenir au climat, à ma terre et tout ça. C'est beaucoup mieux hein, qu'on met une et ça va pas, et puis c'est foutu. Hein. Et puis aussi, c'est que ça protège. Il faut faire de plus en plus pour tout, pour les carottes, pour les laitues, pour n'importe quoi. De la même catégorie, par exemple, les hâtives ensemble, bien sûr, les mi-hâtives ou les tardives ensemble, pas mélanger, ça, enfin, quelquefois ça pourrait, mais enfin, voilà. Donc il faut bien réfléchir, mais le grand avantage, c'est qu'ils se protègent l'un l'autre. Parce que, on a découvert que la pigmentation, c'est pas pour rien qu'il y avait des carottes rouges, des laitues de toutes les couleurs, de machin, la pigmentation est la différente. Mais la pigmentation, c'est pas seulement le coloris, c'est pas la couleur. Ça indique, ouais, et donc ça défend. Il y a des pigments qui font que les limaces ne vont jamais attaquer ça, qu'ils sont rebelles à ce pigment-là. C'est un pigment, c'est plus qu'une couleur. Hein, donc quand on mélange les pigments, ils se défendent l'un l'autre. Donc les plantes se comportent beaucoup mieux. Les laitues entre elles se protègent l'un l'autre et tout ça. Donc mettons, et puis c'est plus gai. Vous avez une rangée de laitues de toutes les couleurs, de tous les bords. De tous les plantes, il faut les uns les autres. Il y en a qui viennent plus tard, plus tôt. Il y a tous les goûts. Donc faites, sitôt qu'il y a moyen, hein, faites des mélanges comme ça. Voilà. Il y en a qui vont monter plus, il y en a qui vont résister mieux. Voilà. Donc les laitues. Les laitues. Pour être sûr d'avoir des laitues, les plus difficiles, ce sont les laitues paumées, pour l'avoir en été quand il fait chaud. Les laitues étant un légume de jours courts, de jours froids. Quand la température dépasse les 20 degrés, ils ne supportent pas. La température optimum, c'est 15 degrés. Donc pour les laitues. 15 degrés. Elles résistent jusqu'à 20 degrés, 20, 22 degrés. Au-dessus, elles souffrent et elles ont tendance à disparaître ou bien à monter en graines. Donc il faut savoir ça. Donc c'est à mettre à... Donc, qu'est-ce qu'il y a pour lutter contre la chaleur? C'est l'humidité. Donc garder humide et choisir un coin à mi-ombre. Pas trop à l'ombre non plus, parce que, bon, vraiment à l'ombre, les laitues ne vont pas pousser non plus. Donc, c'est pas si facile que ça. Et alors, les plus faciles, enfin, entre parenthèses, les plus faciles à avoir pendant l'été pour ne pas avoir de trous et tout ça, c'est dans les laitues à couper. C'est là-dedans qu'on trouve les variétés les plus résistantes, et à l'humidité, et à la sécheresse, et au froid, et à la chaleur. Là-dedans, les feuilles de chêne, les laitues d'Australie, et là-dedans, il y a, au niveau des couleurs, il y a des couleurs formidables. Au niveau du goût aussi, il y en a. Bon, on a l'habitude des paumés et tout, mais dans les laitues à couper, il y en a. C'est là-dedans qu'on trouve les goûts formidables. Il y en a beaucoup. Hein. Ça, pour choisir, c'est ça plus difficile. Mais venez, il faut... Le mieux tout, quand on ne sait pas choisir, ben, on prend un paquet de chaque sorte. Hein. C'est tout. Ah si, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Il faut mettre au pied des... au pied des, par exemple, des arbres, là où il y a toujours un peu de fraîcheur, et un peu, ou bien au pied des autres plantes, hein, qu'on a, hein, qui sont un peu plus grandes. C'est ça qu'il faut chercher. Hein, C'est pour ça que j'aime moi toujours tout en godet, en bac et tout ça. Et après, je le garde où, hein, pour telle ou telle laitue, là où je vais les mettre, là, à mi-ombre. Et les autres aussi, là où ils vont être... Ceux qui font plus de soleil, le maïs, le tournesol, un endroit où il y a un peu plus de lumière. Hein, et dans mon jardin, donc fais attention parce que c'est tellement... Hein, je dois le couper, il n'y a pas de la lumière, je veux dire, optimum partout, et donc voilà. Alors, les chicorées, c'est le début. Hein. Les chicorées, ça veut dire, les chicorées, c'est les scaroles, les endives, les chicorées sauvages italiennes,
hein, tout ça, les chioggia, les pains de sucre et tout ça. Ça, c'est le début. Parce que eux, contrairement à la laitue, ils aiment bien la chaleur et ils supportent très bien la sécheresse. Hein, donc, ils ont un goût un peu plus prononcé que les laitues. Hein. Mais ce qu'il faut, c'est des bons mélanges avec comment dire ça, qu'on appelle des salades maintenant. Les salades maintenant, c'est plus seulement des laitues, je trouve. Il faut mettre des chicolées, il faut mettre de la roquette, il faut mettre du persil. C'est-à-dire beaucoup d'affaires pour qu'ils donnent du goût et tout ça. Et puis, voilà, bon. C'est comme pour le lapin perdu, il faut au moins 15 légumes. Dans une salade, il faut au moins 15 différentes plantes. Ah, ouais. Dans quoi, t'as dit? Dans les lapins? Dans le lapin perdu à Tournai. Ah, ouais. Toute une série de légumes. Et ils ont la mâche, et ils ont tout ça. Et, tout plein. Ah ben ça va tout juste. Oh, là, je ne l'ai pas fait exprès. Le chicolé. Alors, c'est le début, pour les choux de Chine. Donc, pour les chicolés, c'est maintenant le début, mais ceux qu'on met maintenant, souvent, ils ont tendance à monter en graines. Donc, c'est mieux dans un mois, et même dans 2 mois, hein, pour tout ça. Mais bon, celui qui aime bien ça, justement des salades composées, il doit faire ça maintenant. Ça fait rien. S'il fait des petits semis de temps en temps, quand ça monte, il y a les autres qui suivent, hein, c'est ça. Hein. Et puis quand ça monte, c'est pas perdu. Hein. Je veux dire, mais le goût devient plus prononcé. Hein, c'est ça qu'il faut. Donc, une laitue qui monte, elle est toujours bonne à manger, ou des légumes qui montent, mais le goût, il change. Hein. Et même, c'est au moment où ils montent, qui sont au niveau, je veux dire, nutritif, c'est là qu'ils sont le meilleur, c'est là qu'il y a le plus de trucs. Mais quelquefois, le goût ne plaît pas. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est faire une bonne soupe avec, ou des choses comme ça. Oui, ça dépend des goûts, mais je veux dire, il y a des gens qui jettent, ils pensent que c'est plus valable. Et puis, les gens qui ont quelques poules, il n'y a jamais rien qui est perdu au jardinage bio. Il faut toujours chercher à recycler tout, soit comme en grès vert, hein, ça c'est remis là, ou bien on donne à manger aux poules. Et les poules, c'est ceux qui me donnent le plus de boulot. Hein. Je ne vais pas aller chercher les œufs, c'est le nombre de légumes qu'ils bouffent par jour. C'est extraordinaire, hein. C'est des seaux et des seaux par jour. Hein. J'ai 8 poules, j'ai au moins 3 seaux de verdure. Par jour, il ne reste plus rien de tout. Heureusement, c'est pas ça qui manque et tout. Et donc, tous les plantes qui montent en graines et tout, ils ont tout. Et tout, ils partent, je sais pas où. C'est incroyable. Mais ça fait un fameux bénéfice parce que le tonneau de grains, il ne bouge pas là maintenant. Hein. Alors, choux de Chine, j'ai dit ça, donc c'est le début. Hein, des choux de Chine. Donc, eux, ils aiment bien humidité et chaleur. Ils ne peuvent jamais manquer d'humidité, hein, sinon ils montent vite en graines, et chaleur. Eux, ça ne les gêne pas, au plus il fait chaud, au plus ils se comportent bien. Et donc, c'est des choux qu'ils ont développés dans les pays asiatiques, beaucoup plus doux que nos choux à nous. C'est des choux qui ressemblent plus le goût à une laitue qu'à un de nos choux. Mais ils ont toutes les propriétés du chou. C'est ça qui est important. C'est plus doux, c'est bon, on peut faire des salades et tout, et ils ont toute la propriété de nos choux. Les gens ne mangent plus assez de choux non plus. Il y a certains légumes qui mangent plus assez parce que ça demande un peu de préparation. Hein. Et pourtant, les choux, pour la santé, ça contient des trucs absolument importants. Et alors, les pommes de terre. Dernière chose, puis j'arrête. Donc, on peut continuer les plantations de pommes de terre, même jusqu'à mi-juin. Et même, c'est les meilleures productions, c'est les pommes de terre plantées au 15 juin. Donc, c'est là qu'ils poussent, comme ils pousseraient dans le patrie d'origine. C'est-à-dire des nuits fraîches et des journées chaudes. Et généralement, souvent, mais c'est pas, on ne peut pas généraliser, mais souvent, les pommes de terre plantées au 15 juin, vers la mi-juin, n'ont pas de mildiou. Parce que, donc, c'est la méthode, on appelle ça la méthode michoulinienne. C'est un Russe qui a inventé ça pour lutter, donc la méthode michoulinienne. Donc mais pour ça, il faut déjà un grand jardin, beaucoup de terre, parce que, bien sûr, si on met au 15 juin, à partir du 15 juin, ça occupe la terre jusqu'au bout. On peut les tirer qu'aux premières gelées. Hein, ils vont jusqu'aux premières gelées. Hein, et donc, c'est une belle, forte production et des beaux plants. Donc, les gens qui pensent que c'est trop tard, ben non, il y a encore... On est maintenant même en plein moment, et puis on peut encore jusqu'au 15 juin, on peut planter des pommes de terre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.